Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Voilà, un petit live avec le poteau Bruno, donc comme d'habitude. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Donc on va commencer. Je vais vous mettre la petite intro qui va bien, comme à l'ancienne, comme on faisait avant. Donc j'espère que vous allez tous bien et je vous retrouve dans 10 secondes. Voilà, ça y est, c'est bon, on y est. Et oui, ça faisait longtemps que j'avais pas fait un petit live, je sais très bien, voilà, hein, je vous ai remis la petite déco comme avant. Voilà, pour ce petit live, ce premier petit live de 2019 à l'ancienne, bah évidemment, je pouvais pas le faire sans mon petit poteau Bruno. Je suis venu parce qu'il avait peur, en fait, il ose pas, il ose plus, il osait plus venir, il trouvait plus le chemin. Donc je lui ai montré le chemin de son bureau chez lui. Apparemment c'était pas hyper difficile, et vous inquiétez pas, si j'ai une petite larmichette juste là, c'est parce que Dortmund est mené 1-0. Et tout va bien. C'est vrai, Dortmund est mené 1-0. Donc voilà, donc je vais commencer comme d'habitude par vous saluer. Salut Baptiste, salut, comment tu vas? Salut Gildas, comment vas-tu frérot? Romain, salut François, salut JC, salut Pépito. Voilà, comme d'habitude, vous arrivez, on va commencer le petit live. Ce soir, petit live pépère entre nous. On va parler du Paris Saint-Germain évidemment, hein. On est là que pour le Paris Saint-Germain ici sur cette page. Donc on va parler de l'actualité, on va parler de quoi on va parler? Du match de demain, on va parler du match face à Manchester, le match retour, on va parler des matchs de Ligue des Champions, qu'est-ce qui nous attend? Les blessés en cours. Les blessés en cours, le retour de Neymar, quand est-ce que ça va se redéclencher? Le retour de Cavani aussi, évidemment, la grande forme de Kylian Mbappé, de Di Maria, enfin de tous ces joueurs-là. Il y a l'actu sur le fair play financier aussi, avec notamment les fameuses rumeurs sur le naming. Alors naming, pas naming, chacun a son avis, on en débattra. Justement, on n'est pas d'accord. Donc Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se disent sur le naming. Il y en a beaucoup qui disent non, il y en a beaucoup qui disent oui. Moi, c'est vrai que au premier abord, je suis plutôt contre, parce que pour moi, le parc, c'est le parc, et dire ouais, on va aller au je sais pas où, qu'est-ce qu'on pourrait, au Starbucks Saint-Germain, enfin, je sais pas. Enfin, on en discutera, on en discutera. On va en discuter. C'est extrêmement intéressant. Voilà, il y a des choses intéressantes. Il m'a expliqué un petit peu le concept du naming. Et c'est vrai que c'est pas con finalement, il y a des petits points positifs, des petits points négatifs forcément, comme on le sait. Donc voilà, on en discutera, vous nous donnerez votre avis, évidemment je vais lire tous vos commentaires, donc les commentaires qui défilent sur notre côté, donc si je suis comme ça, c'est normal, c'est parce que je suis en train de vous lire. Donc voilà, et puis on va parler un peu de tout, hein, de tout ce qui se passe au sein du Paris Saint-Germain. Oui, tu vois là, il y a du monde là qui arrive. C'est pas la crise à Dortmund, ok, ça n'est pas la crise à Dortmund, c'est une saison normale avec Favre. Quand on regarde toutes ces saisons, voilà, on a signé, tant pis. C'est ça. Là, donc, on commence sur quel sujet? Tiens, on va parler du match de demain. On va attaquer sur le match de Caen, bien sûr, voilà, 17h. Match 17h, hein, super, juste avant le match de Ligue des Champions. Donc, comme on le sait, match avant C'est comme on les appelle ces matchs-là, c'est les matchs OBN, c'est les matchs pour l'heure du goûter. Voilà. Donc impeccable, les mecs ils ont tout juste fini leur chocolat au lait et puis ils ont fini leur Nesquik et leur chocolat. T'as du placement de produit à faire ou pas? Tu peux y aller, vas-y, fais-toi plaisir. Donc voilà, ils viennent de finir leur goûter, match à 17h, c'est bien pour les télés, je pense que c'est tout. Après, soit ils font des vrais matchs d'après-midi, auquel cas il y a une tranche à 13h30 ou à 15h30 à faire qui est pas prise, mais 17h c'est un petit peu couillon. Mais bon, pourquoi pas. Ça sera à 17h à Caen. Il y a quelques absents à Caen, mais il faut pas se leurrer. Il faut pas regarder l'équipe de Caen. Si on parle du Paris Saint-Germain, si on commence à avoir peur de Caen, je pense qu'il faut même pas y aller à recevoir Manchester mercredi. Caen, c'est Caen. On sait que ça sera un match moche. Faut pas s'attendre à un gros match de Ligue des Champions. Ça sera moche. Les mecs ne veulent pas se péter, et je pense que les titulaires ne veulent pas se péter. L'encadrement, le staff ne veulent pas qu'ils se pètent non plus. Ça va être un match bien cracra, et voilà, je pense qu'on attend tous une victoire. Ça serait quand même la moindre des choses. Ouais, mais une victoire bien crado avec un vieux pointard sur un but de la main ou hors-jeu,
Moi, ça m'irait très bien. On prend, hein, on prend. Ah oui, non, mais c'est sûr, nous, la seule chose qu'on va espérer, c'est surtout ne pas avoir de blessures, que ce soit sur Di Maria, Mbappé, Verratti, enfin, que nos joueurs importants, Thiago Silva, Marquinhos, tous ces joueurs-là, on espère qu'il n'y aura pas de blessures, que ça va pas jouer un peu comme les bourrins, comme on voit très souvent les matchs avant la Ligue des Champions, comme si c'était limite fait exprès, on veut casser du Parisien. Donc voilà, on n'espère pas voir ça justement demain à 17h. Je pense qu'ils ont aussi la tête au match face à United de finir le boulot. Donc est-ce que il va y avoir un... Voilà, est-ce qu'ils vont vraiment la jouer à fond ou pas? Enfin, vont jouer à fond ce match ou pas? Je sais pas. Franchement, je sais pas trop. Je ne pense pas. Je pense que ça va être, on va dire, mesuré. Ils vont faire quelques petites contre-attaques. Je veux dire, s'ils arrivent à plier le match dès la première mi-temps, après ça va recouler, quoi. Ça va être surtout ça, quoi. Moi, ce que je vois surtout, c'est que sur les matchs de coupe, moi je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup de rotation. Finalement, il y en a eu beaucoup moins que prévu. Et je pense que c'est les joueurs qui ont joué comme le match de coupe, justement, ont joué la coupe pour être dans le rythme et seront probablement économisés contre Caen. Donc en fait, tous les titis qu'on attendait, on pensait qu'Ensoki jouerait le match de coupe, il l'a pas joué. On pensait que Nkunku débuterait, il l'a pas fait. On pensait que Diaby débuterait, il l'a pas fait. Tous ces joueurs-là, je pense, vont jouer contre Caen, tout simplement pour mettre les cadres au repos et qu'ils aient quand même du rythme. Ils ont du rythme, ils ont joué un match cette semaine, et ils sont au repos parce que 3 jours avant, ça sert à rien d'aller jouer un match où on risque de se péter, même si Caen, c'est très très loin d'être le plus mauvais stade de Ligue 1. La pelouse n'est pas dégueulasse, et l'équipe en face, Caen, c'est une équipe qui... Voilà, c'est pas une équipe de bûcherons non plus, hein. On se retrouve pas avec le bûche de Guingamp. Donc à voir, il y a des beaux joueurs. Ça sera encore des retrouvailles avec Yacine Bamou et puis le Paris Saint-Germain. Donc c'est un ancien de la maison, il faut quand même le saluer. C'est vrai qu'il a vendu pas mal de maillots au PSG. Oui, enfin pas les siens, mais il a non, pas les siens, mais les nôtres. donc voilà, c'est un joueur qui a une histoire particulière aussi, qui était très proche d'Emiliano Sala, qu'on salue bien sûr. Et moi je pense que jusqu'à la fin de saison, j'aurai une pensée... à Salah à chaque fois qu'on parlera football. C'est logique. C'est des choses qu'il ne faut pas oublier. Mais voilà. D'ailleurs, dites-nous dites-nous ce que vous pensez justement du match de demain. Qu'est-ce que vous attendez, hein. On est là aussi pour vous lire. D'ailleurs, il y a Matt qui dit c'est sûr, ça va pas être un match super. On va se faire chier, mais moi, ce que je veux, aucune blessure, car le vrai bail, c'est mercredi. Oui, bien sûr. On a Baptiste qui nous dit ce serait pas forcément moche. Contre Dijon, mardi, c'était parti pour être moche et au final, ils ont été sérieux. C'est vrai qu'ils ont joué le jeu, hein, quand même, face à Dijon. Oui, mais je suis pas sûr du tout que l'équipe de demain soit la même que Dijon. Je pense vraiment que les joueurs qui ont joué Dijon sont très certainement des joueurs qui soit avaient une place de titulaire à aller chercher contre Manchester, soit en tout cas à garder du rythme. Mais là, à 3 jours d'un match important, on nous a déjà fait la blague de vas-y, joue un match de merde, un match de coupe contre Strasbourg et va te péter le pied. Ça, on l'a eu. Faire la blague de jouer un match à la con pour se blesser, très honnêtement, c'est aujourd'hui, je suis pas sûr que ce soit un risque que les mecs soient prêts à prendre. Donc, moi, je retiendrai par rigueur, même si on fait un nul bien crado, on s'en fout. Il y a assez d'avance en championnat pour pouvoir se dire, ok les mecs, on est pro, faut aller chercher la victoire, faut être ambitieux. Un match, ça se gagne. Et on n'est pas là pour faire une crapette. Le match, il faut aller le gagner, il n'y a pas de souci. Mais encore une fois, si des Diaby, si des Nkunku, si des Ensoki... Des Choupeaux Choupeaux, bien sûr. Mais si ces joueurs-là ambitionnent d'avoir un rôle dans les années à venir au Paris Saint-Germain, et c'est tout le mal qu'on leur souhaite, hein. Je vous rappelle que Rabiot, il est arrivé sur la pointe des pieds. Il va repartir avec un coup de pied au cul. Mais ça, c'est une autre histoire. En attendant, tous les jeunes se rendent compte qu'il y a peut-être des places à prendre. Et aujourd'hui, ce qu'on peut constater, en tout cas, c'est que le seul jeune qui a su saisir sa chance, mis à part Kipembe l'an dernier, il y a 2 ans, c'est Colin Dagba. Dagba qui a été le seul qui a fait un bon match contre Villefranche. Il fait une entrée, tout le monde a fait un match dégueu à Villefranche. Tout le monde dit oui, mais Villefranche était dégueulasse. Écoute, si tout le monde joue mal, moi je pense que c'est d'autant plus facile de se donner puis de sortir du lot. Il n'y en a pas un qui est sorti du lot, il n'y en a pas un qui a fait. Et puis tout d'un coup, Dagba il rentre, il a arraché la pelouse, ça s'est vu, et depuis, c'est le seul Titi qui a beaucoup de temps de jeu. Donc comme quoi, il y a des places à prendre. Tourelle est très ouvert là-dessus, et encore une fois, c'est un joueur qui aura sûrement... D'ailleurs, il est même réputé pour ça, hein, Tourelle, de donner la chance aux jeunes, de faire en sorte que les jeunes puissent s'exprimer sur le terrain malgré le fait qu'il y ait des stars sur le terrain.
Maintenant, après, là, c'est le moment de faire tourner, de faire jouer ces petits jeunes sur des matchs comme ça, parce que le but, c'est pas de péter les joueurs. Hein. Nkunku, il demandait du temps de jeu, il voulait éventuellement... je crois qu'il réfléchissait à partir cet hiver. Bah, Nkunku, là, il y a des matchs. Ça, c'est des matchs pour toi. C'est à toi de montrer que tu as le niveau, c'est à toi de montrer que bah, tu réclames soit un prêt pour être titulaire, parce que tu es prêt à être titulaire quelque part. Bah, vas-y, montre que t'en as. Vas-y. Sors les corones. Hein. Mais alors, par contre, je les sors pas comme Diego Simeone. Là, c'est sortir un peu trop. Voilà. Ouais. Mais en tout cas, vas-y, montre que tu as le niveau, montre que l'équipe peut compter sur toi. On va lire un petit peu. On a Matt, très actif ce soir, comme d'habitude, qui nous dit un petit but de Choupeau et hop, on rentre à Paris. MDR. Domsko, salut poto, comment tu vas? Il me dit ça va être un petit goûter contre Caen, donc tranquille, faudra être sérieux et puis voilà. On a Saïd qui nous dit personnellement, j'attends que l'équipe garde le même rythme pendant 90 minutes et que la finition soit sérieuse. Jean-Charles qui nous salue. Salut à toi Jean-Charles. Théo qui nous dit il faut jouer quand sérieusement, garder du rythme, avoir toujours cette soif de victoire, ce sera important pour United. Vincent qui nous dit Wenger vient ou pas pour remplacer Antero car il fait n'importe quoi, on attend toujours un milieu. Ouais, on n'en est plus à la période mercato, mon cher Vincent. Ça, je veux bien qu'on en discute ensuite du rôle d'Antero ou de son importance ou pas. Ouais, on va discuter, on est ouvert à tous les mecs. On est ouvert à tout, hein. On discute de tout ce que vous voulez. On regarde tout cela là parce qu'en fait John se garde les commentaires pour lui, donc c'est affiché sur son côté de l'écran. Donc moi je suis comme un connard à essayer d'aller gratter, mais il garde tout ça pour lui. On a Cyril qui nous dit demain ce serait bien Buffon, Dagba, Kerrer, Thiago Silva, Kurzawa, Nkunku, Paredes, Diaby, Guklu, pardon, oui le nouveau, le petit jeune qui vient de signer pro d'ailleurs chez nous, ouais, Guklu, Choupeau et Di Maria. C'est vrai que c'est une équipe très... Di Maria, est-ce que tu prends le risque de le faire jouer demain? Non. Tu prends pas le risque, hein. Mbappé, tu prends le risque? Non plus. Il y a Choupeau. Il y a Choupeau, des ailiers on en a, tu mets Diaby à gauche, tu mets Nkunku à droite. Je mets même pas Draxler. Ouais. Ah non, mais... Tu fais vraiment l'équipe C, quoi. Je te fais une équipe de coiffeurs, mon pote. Équipe de CFA, regarde-moi bien, le coiffeur, ça me connaît. Donc, je te le dis, moi, un truc de coiffeur, mais du bon gros coiffeur de sa race. Et voilà, je mets Gianluigi dans le but. C'est un match pour Alphonse. Ouais. Et puis voilà, derrière, tu lances du jeune, tu mets du Kipembe parce qu'il est jeune, il arrache tout, et puis en avant. Mais Ensoki doit être là. Dagba, il doit prendre un côté. Et puis voilà, Kurzawa, faut montrer qu'on peut compter sur lui. Nkunku, c'est pareil. Non, il y a une... Alors, j'ai plus tous les joueurs en tête, mais je suis sûr qu'on a du petit... Il y a Meunier aussi qui a besoin de reprendre un peu le rythme. Oui, aussi. Meunier, hein. Ouais. Dagba derrière, puis Meunier sur le côté, ou inversement. Ouais. Meunier, de toute façon, aujourd'hui, avec les qualités qu'il a, il peut jouer à tous les postes. Hein. Bien sûr. On peut même aller jouer attaquant de pointe. Je triche, je vais regarder tout l'effectif pour voir je mon coiffeur. Je vais continuer à lire en attendant. Donc on a Jérôme qui nous chante la Choupo-Moting. On a Lucas qui nous dit Diaby et Ensoki il va être titulaire ou Dagba, un truc comme ça, s'il va jouer ou pas. On a Jérôme qui dit JD. Merci à toi frérot. Salut c'est Keda, comment tu vas frérot? Dagba, ouais, ils sont assez unanimes hein, sur Dagba. Ils aiment bien l'idée de mettre Dagba sur le terrain demain. Saïd qui nous dit les jeunes doivent saisir l'opportunité dans ces matchs afin de prouver leur niveau. Exact, ouais, bien sûr, exactement. Bien sûr. Yous, Saïd qui nous dit Di Maria doit pas jouer sur un match comme ça, on peut le perdre par blessure, on a besoin de lui contre Man U. Ouais, il a pas tort, hein. Il a pas tort Yous hein, là-dessus. Hein. Oui, et puis l'autre problème de Di Maria de toute façon, c'est que quand c'est un match qui a peu d'enjeux, de toute façon, il est pas bon dans le match. Donc voilà, là contre Dijon, c'était la coupe. D'ailleurs, il y a Cyril qui nous dit ouais, Ensoki il est blessé. C'est vrai que Ensoki, je crois, il est blessé. Ah merde. Je crois qu'il est blessé. T'as pas vu là sur le. Et on n'a pas d'autres gamins qui peuvent venir jouer là-dessus? Alors, il y en a plein des gamins. On en a un qui est très bon là, qui est en train d'exploser là. Rabiot, je crois, il s'appelle. Adrien Rabiot. Ah, je sais pas. Je sais pas comment ça s'appelle. Je connais pas. Faut appeler sa mère. Faut appeler sa mère. Bon, on appellera sa mère, savoir s'il veut jouer. J'espère que Tourelle va faire jouer la jeunesse et les gros au repos. Oui, non, on a parlé de Rabiot, oui. Non, mais oui, on a dit il est bien coiffé. Il est bon. Bien coiffé. Il est bien coiffé. Il est bon. Ouais, non, il est bon. Voilà. Il est bon. Non, il a pas transpiré, non, promis. Il fait chaud, dis, il fait chaud. Allez, bisous. Salut Véro. Ah, désolé. Ensoki, moi, il m'est pas indiqué dans les blessures. Alors après, est-ce qu'il était en phase de reprise, est-ce qu'il était limite, c'est beaucoup dire. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, par contre, dans le comportement de Di Maria contre Dijon, d'ailleurs, on revient là-dessus,
C'est quand il s'excuse presque de mettre le deuxième but parce qu'il voulait absolument la mettre à Choupeau. Et c'est le défenseur qui la sort et qui lui remet dans les pattes. Et c'est super drôle parce que tu le vois marquer. Et alors, contrairement à certains qui à la fois lui sucent la bite ou pas, à Di Maria. Ah non, on n'a pas le droit de dire bite et suce. Oh, non, on n'est pas sur le Sport 20. Alors, contrairement à ceux qui pratiquent des fellations arrête, bon, tu vas te calmer un petit peu là. C'est pas l'heure encore. Di Maria, c'est un très bon joueur. Mais le problème d'un bon joueur comme Di Maria, c'est qu'il fonctionne en alternatif. Il te fait jamais une saison canon, il te fait quelques matchs canon, il les choisit, et putain, quand il envoie fort. Et quand il envoie, il est c'est bon. Un mec qui a un talent de taré, mais qui a du fromage blanc dans la Parce tronche. que mine de rien, on parle de Di Maria, là, mais il y en a beaucoup qui sont en train de le mettre sur un piédestal. Oui, parce qu'il au marque. même niveau que mais Neymar, ouais, parce qu'il est décisif. Ils sont en train d'oublier les matchs où il marque pas, où voilà. il fait rien. Les 5 matchs qu'il a fait avant, c'était un peu dégueulasse quand même. Quelqu'un qui dit oui, mais tu sais, contre Naples, il a mis l'égalisation et tout. Ouais, enfin, si on regarde le contenu du match face à Naples, il a pas été exceptionnel, Di Maria. Je suis sûr que si c'était sorti un petit peu les doigts du boule à la 25 ou 30e minute, pendant tout le match, il a le temps de faire quelque chose. Là, il se réveille à la 92e, tant mieux. Il nous donne un point qui est hyper important. Surtout tant mieux qu'il se réveille. Mais voilà, aujourd'hui, un mec qui prétend être un top player, et moi je te le dis sans problème, hein. En équipe d'Argentine, pour moi, le leader de l'équipe d'Argentine, c'est pas Messi, c'est Di Maria. Le seul joueur qui tient son niveau systématiquement en équipe d'Argentine, c'est Di Maria, c'est pas Messi. Messi en équipe d'Argentine, c'est un fantôme. Di Maria, il envoie. Et il tient son rang. Donc aujourd'hui, ce qui est chiant avec Di Maria, c'est que tu sais jamais à l'avance si le match il l'a choisi ou pas. C'est vrai. Donc voilà, mais contre Dijon, il fait un très bon match. Et c'est ça qui est encore plus frustrant. Quand tu vois le niveau du mec, quand tu vois les matchs qu'il est capable de sortir. Parce que putain. Mais quand il se défonce, il est exceptionnel. Il est exceptionnel. C'est un super mec. Bien sûr. Tu te dis, mais pourquoi ? C'est surtout ça, pourquoi tu nous fais un truc aussi pourri à côté ? Ça arrive, Il y a des joueurs comme ça qui sont très constants. Et tu vois, ils ont un niveau bon, mais sans être excellents. Mais ils sont constants. Puis t'en as d'autres, comme Di Maria, qui sont capables du pire comme du meilleur. Mais quand ils sont dans la phase meilleure, là tu te dis... Je vais dire franchement, je pense qu'il va jouer demain. Ça me fait chier, mais je pense qu'il va jouer demain. C'est un risque. Sauf que Di Maria, c'est un mec qui se pète extrêmement peu. Il a un physique chelou, hein. Il est gaulé comme une crevette. J'ai envie de te dire, à nous deux, entre lui et moi, on a deux physiques normaux. Oui. Donc, mais à nous deux. Oui, à nous deux, ouais. Je suis sa réserve, c'est moi qui stocke pour lui. Voilà. J'ai plein d'énergie en réserve. Ceci étant dit, Di Maria, en fait, c'est un dur au mal. C'est un mec qui d'abord sait éviter les coups, il en prend assez peu. C'est vrai. Et alors après, c'est un petit peu chiant aussi, c'est-à-dire qu'il va pas trop au gadin, mais pourquoi pas. Par contre, à côté, ça veut surtout dire que c'est un type qui est infatigable, et je pense qu'il va tenir le match demain. Ouais. D'ailleurs, je pense qu'il va jouer, ça me fait chier, mais je pense qu'il va jouer. Et j'espère qu'on aura un arbitre correct. Je sais même pas qui arbitre demain. Je sais pas si l'un d'entre vous sait. Si quelqu'un sait qui sera l'arbitre demain, dites-le, je vous lis. D'ailleurs, je vais reprendre les lectures. Domsko qui nous dit Choupo-Moting, tu le mets demain et tu laisses Mbappé et Di Maria au repos. Et tu mets Ensoki et Diaby et Dagba et Nkunku. Et puis voilà, c'est juste, ça passe crème demain contre Caen. Là, on a Matt Barré qui veut me placer arrière ou arrière gauche au numéro 6. Je suis gaucher, je joue arrière gauche, mais ça c'était il y a 30 kilos mon pote. C'était 30 kilos de moins. Draxler, incroyable joueur qui a bien évolué, c'est vrai qu'il a raison de le souligner Antoine. On a essayé qui dit Di Maria, c'est comme la météo, si les conditions de jeu sont fébriles, les absences de cadre, il devient étincelant car il sait qu'il joue sa place et sa crédibilité. Joachim qui nous dit Di Maria, c'est comme Ozil, des super joueurs mais irréguliers. Ils sont plutôt d'accord avec ce qu'on dit quand même. Alexandre. Attendez, on va quand même tout de suite mettre une différence entre Özil et Di Maria. Je vous parle d'Özil quand vous voulez. Je vous mets au défi de trouver le dernier bon match de Özil. Allez, comme je suis un mec cool, je vous laisse un petit peu de marge. Sur les 4 dernières années, quel est le dernier bon match de Özil ? 4 dernières années. Sur Di Maria, juste cette année, il y en a quelques-uns. Donc, ne comparons pas à Özil. Pardon, mais merci, hein, mais non merci. En fait, Özil, il était top quand il était... Merde. Quand il était au Werder, après ça a été plus compliqué. Au Real, il a été pas mal. Hein. Mais Arsenal, sa première saison, il a été propre. Et ensuite, c'était fini. D'ailleurs, il y a Amadou qui nous dit Di Maria, c'est sa meilleure année depuis qu'il est à Paris. Et c'est vrai. Moi, je suis plutôt d'accord là-dessus. Enfin, c'est très probable. C'est très probable. Peut-être en stats, il faudra regarder les stats. Mais c'est surtout... quoi qu'il a eu quand même des saisons où il a fait des stats de psychopathe. Mais sur 6 mois.
Sur 6 mois. Mais je pense qu'en termes de régularité, cette année, ouais, Di Maria a raté moins de matchs par rapport aux années d'avant. Quand on regarde le négatif, hein, évidemment, en parlant du négatif, sur les matchs où il est un petit peu en dessous, par rapport à l'année dernière, l'année d'avant, c'est vrai que cette année, Di Maria a fait beaucoup moins de matchs, de non-matchs, quoi, tout simplement. Je contrôle sur un site extrêmement bien fait, extrêmement bien renseigné, donc sur paristeam.fr. Ça serait... Mais non, c'est pas pour la bonne journée, ça. Ah, d'accord. Bon, en attendant, il y a Sekeda qui nous dit Di Maria n'a rien à voir avec Ozil, donc pas possible de faire la comparaison. Notre Argentin est au top. Baptiste. C'est Hakim Ben Eladj, l'arbitre de camp PSG. D'accord. Je connais pas. Jamais entendu parler. Voilà. Mais il est sûrement très gentil. Ouais. S'il siffle pas des trucs à la con. Voilà. S'il suit bien la barre et qu'il regarde bien la barre et qu'il ouvre bien ses yeux quand il y a la barre, ça devrait le faire. On a Meunier, on en parle. Ouais, Meunier, on va en parler, t'inquiète. Hein, Kevin, hein, c'est ça? Ouais, c'est Kevin. Romain, l'arbitre de demain. Ouais, voilà, il vient de nous le donner, Romain. Il avait un peu d'avance sur toi quand même. Hein. Il est plus performant que toi. C'est lui que je devrais inviter sur le live. Ouais, pas de problème. Ce que vous voyez pas, c'est qu'il est tout nu, John, en dessous. Ouais, il a un t-shirt, il vient de se mettre son t-shirt, il est tout nu en dessous, faut le supporter, ça. On a Jonathan qui nous dit ça fait un bail. Ouais, Jonathan, ça fait un bail. Voilà, je voulais reprendre un petit peu les lives. C'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. Ça fait quelques mois quand même, un bon petit mois. C'est vrai que cette année j'ai pas été trop actif. Bon, après j'ai aussi la vie de tous les jours qui m'oblige à. Déjà, je fais des lives une fois par semaine avec Bruno et avec l'équipe de All Sport One. Donc c'est pas comme si je faisais rien non plus. Mais c'est vrai que les lives perso sur ma page, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait. Et je vais reprendre petit à petit. Je vous avais dit déjà au mois de décembre, je voulais les reprendre et que j'allais les remettre. Et c'est vrai que c'est la saison qui était un peu difficile pour moi au niveau boulot. Donc bref, tout ça on s'en fout. On reprend tranquillement. Voilà, là j'ai repris ce soir. On en refera un la semaine prochaine, je pense. Hein, pour le match face à United. J'ai les stats de l'arbitre si vous voulez. Il a arbitré Paris 2 fois cette saison. Pour la victoire à Rennes 3-1, et puis il a arbitré une fois au Parc, c'était contre Toulouse, victoire 1-0 le 24 novembre. Donc quand on voyage, ça s'est bien passé, et quand on a reçu, ça s'est bien passé aussi. D'accord. Il a plutôt tendance à signer des victoires à l'extérieur. Depuis le début de saison, 1, 2, 3, 4, 5... Ouais, c'est kiff-kiff. 5 victoires extérieures sur 14 matchs, ouais, non, voilà, après... Salut Gwenaël, ouais, ça fait plaisir de te voir aussi, ça fait plaisir. D'ailleurs, n'hésitez pas, hein, ça fait, vous voyez, il faut que je récupère un petit peu la communauté que j'ai perdue, puisque là, on est beaucoup moins que d'habitude. Donc n'hésitez pas à partager, évidemment, comme d'habitude, de liker la page, de partager et de s'abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Saïd qui nous dit Di Maria est un bon joueur, mais j'ai l'impression qu'il choisit ses matchs. Est-ce que c'est une impression ? Ou est-ce que sur Di Maria, non. Sur Di Maria. Ou est-ce que c'est possible en tout cas, moi je partage ton avis, c'est ce que je disais il y a quelques minutes, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ouais, plutôt, ouais. Je suis pas dans sa tête, hein, je suis pas son psy, mais en tout cas, moi c'est l'impression que j'en ai également, et c'est ce qui ressort clairement. Ouais, bien sûr. Donc quand tu le vois aussi bon sur certains matchs, et comment dire, d'un niveau district sur d'autres, tu te dis, merde, c'est pas possible quoi. D'ailleurs, ici on parlait d'un peu de Mbappé, parce que Mbappé, mine de rien, il est en train de monter en flèche là. Il y a eu quelques matchs où il était un peu moyen. Mbappé, moi, j'adore le voir rater des trucs, parce que d'abord tu te rends compte de la qualité du mec et du nombre d'occasions qu'il est capable de se procurer sur un match, c'est dément. Je vous rappelle que tout le monde disait ça au départ quand Cavani est arrivé à Paris, que Cavani vendangeait beaucoup et qu'il avait besoin de beaucoup d'occasions pour planter. Disait ça de Cavani, sauf que fallait voir aussi que si Cavani vendangeait beaucoup, c'est peut-être aussi parce que il se procurait beaucoup d'occasions. Et ça déjà, pour un attaquant, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Les très grands attaquants qui étaient des tueurs sur le terrain, des Pipo Inzaghi, des Trezeguet, etc., se procuraient que 1 à 2 occasions dans le match et il les plantait. Ça, il n'y a pas de souci, il faisait du 100%. Sauf que du coup, fallait pas avoir envie de beau jeu parce que le mec n'avait que 1 ou 2 occasions dans le match. Mbappé, des occasions dans le match, il s'en fait 4, 5, 6, 8. Alors oui, il rate, mais putain, il a 20 ans. Les très bonnes années des attaquants, c'est quoi? C'est entre 28 et 32. Je crois que Messi doit avoir 31 ou 32 ans. Cristiano a 1 ou 2 ans de plus. Les très très grosses saisons de ces deux-là, c'est les 5 dernières années.
Ouais, c'est vrai que... C'est les 5 dernières années. À 20 ans, les deux mecs, on les voyait pas, quoi. Bah, c'est ce que je disais sur les lives de Sport One, hein, c'est que Mbappé, malgré tout ce qu'on pouvait dire, moi, à partir du moment où il me plante sa passe son but, il peut me faire le match pourri comme il veut, à partir du moment où il est décisif sur les grosses affiches, enfin là où on a besoin de lui, moi ça me va. Ça me va très bien. Hein. Messi, à 20 ans, c'était le coiffeur de Ronaldinho. Messi, il avait le cul assis sur un banc. Mbappé, c'est sa deuxième saison archi-titulaire, et il a fait 2 saisons et demie, enfin, à partir du moment où Monaco... À partir du moment où Monaco lui a laissé la place sur le terrain, il a arraché tout le monde, il a mis tout le monde d'accord. Et depuis, il lâche plus le terrain. Messi, ça n'a pas été le cas. Quand il a commencé à jouer, on a dit oh là là, dis donc, il va être bon. Il va être bon quand il rentrera à la fin du match, une fois que Ronaldinho sera fatigué. Mbappé, il a poussé tout le monde. Il a dit les mecs, imposé, hein. Là c'est ma place, merci, bisous. Ouais, c'est ça. Et basta. Cristiano, au départ, c'était un ailier au Sporting, ça a été un ailier à Manchester. Et puis il a fallu qu'il arrive au Real et qu'il commence à tout arracher au Real pour finalement passer en avant-centre, ou en attaquant intérieur. Mais clairement, ces mecs-là, ils n'ont pas pris le pouvoir comme Mbappé le prend aujourd'hui. Mbappé, ça a été le facteur X de l'équipe de France en Coupe du Monde, et je pense qu'on va pas au bout s'il n'est pas là. Et c'est clairement un facteur X, c'est un mec qui a rajouté une note de folie que l'équipe de France n'avait pas du tout. Et puis ça fait plaisir l'intervention quand même de Nasser quand il a été après l'officialisation du nouveau sponsor maillot Hall pour le Paris Saint-Germain. Ça a fait plaisir quand il a commencé à parler justement de Neymar et d'Mbappé, et qu'il a dit que Mbappé il était inscrit sur la durée, sur le long terme et pas sur le court ou moyen terme. Donc ça, Nasser, on peut dire ce qu'on veut, mais en tout cas, Nasser, quand il fait des sorties médiatiques, il raconte jamais de la merde. À chaque fois qu'il dit quelque chose, souvent, on peut aller tranquille se boire son petit café. C'est souvent la vérité, c'est souvent ce qui se passe. Quand il annonce que Neymar et Mbappé seront parisiens la saison prochaine, pas à 100, mais à 2000%, on sait qu'on peut être serein et que malgré les attaques qu'on aura de plusieurs clubs européens cet été, c'est sûr et certain qu'on va en avoir. Je pense qu'on peut rester serein. De toute façon, aujourd'hui, qui peut se le permettre, le Barça est emmerdé. Et aujourd'hui, le Barça signe des joueurs sans contrat. Alors, on va pas cracher dessus, hein, on l'a fait aussi. À Paris, le mercato l'été dernier, on a pris des joueurs sans contrat. Bon, après, c'était pas n'importe qui non plus. On n'a pas pris un Todibo à Toulouse, quoi. Donc voilà, ceci étant dit, aujourd'hui, Barcelone, dans la structure qu'ils ont, ne peuvent pas se permettre de rajouter un joueur comme ça. Et d'ailleurs, là, ils viennent de filer le salaire qu'ils avaient donné à Neymar, ils le donnent à De Jong. Bon courage les mecs, j'espère que c'est une bonne pioche pour vous, parce que sinon ça va être compliqué. Mais ceci étant dit, des top clubs qui peuvent se permettre de mettre ce genre de pognon dessus, il n'y en a pas des masses. Et aujourd'hui, je pense que... Il y a Real, le Real, ils peuvent. Hein. Ils peuvent mettre 300 millions sur un joueur. Ils ont les thunes, hein, avec 3 Ligues des Champions, ils n'ont pas fait beaucoup de frais. Ouais. Donc c'est qui le dernier gros recrutement qu'ils aient fait, le Real? Hormis la vente de CR7, c'était qui? C'était Gareth Bale. C'est ça. C'était le dernier ils ont beaucoup d'argent, ils ont récupéré le pognon de Cristiano, ils l'ont pas encore réinvesti, mais ils ont une équipe complète à construire. Marcelo, il a pris 22. C'est facile. La dernière fois, j'avais mis une perruque, on m'a pris pour Marcelo. On fait le même poids. On fait le même poids aujourd'hui. N'empêche que l'année dernière, quand on le voyait jouer, on se disait putain, Marcelo, voilà quoi. S'il te plaît, Marcelo, s'il y avait une. T'es tranquille avec un joueur comme Marcelo, t'as une panne de courant dans le stade, le mec voit dans le noir. T'es bon. Ouais, mais regarde, c'est pareil à Marcelo, on peut le comparer à Alves. Alves, c'est pareil. On disait tous, moi le premier, toi le premier, on disait tous, il est cramé, c'est fini, faut le ranger. Et au final, sur Daniel voilà, et regarde, au final, face à United, il a fait un match exceptionnel. Ouais. C'est comme quoi on avait besoin de ce genre de joueurs là sur le terrain. On a toujours dit il nous faut des gueulards, il nous faut des. Mais mis à un poste où il cavale pas parce que les guibolles il les a. Il a cavalé quand même face à United. Hein. Ouais, même s'il était au milieu, il a cavalé quand même. Il a fait du terrain, mais il a pas fait l'essuie-glace comme peut le faire. Non, il a pas fait l'essuie-glace, mais parce qu'il y avait Thilo Kehrer qui était derrière, quoi, tu vois. Mais c'est ça. Mais voilà, encore une fois, un mec qui est capable de se positionner correctement, de placer les mecs correctement, ça marche très bien. Il a eu besoin. Et c'est vrai que c'est ça qui est frustrant. Il a eu besoin d'un certain nombre de matchs pour s'habituer au poste, pour comprendre les automatismes qu'il devait avoir, avec Marquinhos notamment, parce que voilà, ils ont fait un certain nombre d'erreurs ensemble, et au final, derrière, une fois qu'ils étaient rodés, c'est des joueurs intelligents, ça marche très bien. D'ailleurs, je tenais à vous dire que je vous ai préparé une petite surprise.
Pour ceux qui suivent un petit peu notre émission sur All Sport One, à vous les victoires, vous devez sûrement connaître Guillaume. Notre ami marseillais. Notre ami marseillais qui est très très bon dans ses analyses, qui a tendance à nous dire qu'un gardien comme Mandanda devrait assurer la défense, assurer les sorties, qu'est-ce qu'il nous disait? Alors, il nous disait moi, plein je vais de- vous présenter un peu Guillaume. Je vais vous dire, je pense être plutôt bien placé. C'est mon meilleur ami, je le connais depuis 20 ans. Donc là, il m'a connu mince et avec des cheveux. Moi, je l'ai connu mince tout court. Il est encore chevelu, ce connard. Ceci étant dit, Guillaume... Waouh! Ah, petit problème technique. On va reprendre tout de suite. Hop. Tiens, Attendez, je vous remets tout de suite. Tac, tac, tac. lance la vidéo de Guillaume. Hop. Après. Je reviens tout de suite. Hop, on revient. 2 secondes, je vérifie. C'est pas mon genre de balancer, parce que moi, je suis un mec discret. Hein, Voilà. mais c'est John qui a fait une connerie. Exact. Je l'ai dit. Ah merde. Donc c'est bon. Alors, Normalement, vous nous entendez? Pardon. Ouais, ça y est. C'est bon, vous nous entendez, vous C'est- devez c'est- nous voir. C'est le fond vert qui a sauté. Il y a le fond vert qui a sauté. D'ailleurs, on a un petit coin là qui est un petit peu... Hop, ça doit être sur ce côté-là. Voilà. Voilà. Enfin, On va bref. mettre ça. Voilà. J'allais vous dire, donc je vous parlais de Guillaume. Guillaume qui a été un extraordinaire gardien de but, qui aurait pu avoir une carrière relativement sympa. C'est un très très bon gardien. Qui s'est remis au football, parce qu'il a eu une période où il avait complètement arrêté. Et Guillaume, avant tout, c'est un coup d'œil, c'est une technique, c'est une capacité d'intervenir vite, et comment dire, c'est comme Bernard Lama, il est maître de toute sa surface, voire comme Olmeta Alors, de tout le terrain. On va leur donner la surprise. Vous allez voir. Allez, on vous balance la vidéo. Donc c'est vraiment Guillaume, hein, vous verrez, c'est le gardien de but, c'est Guillaume. Je vous jure que c'est lui. Et c'est vraiment lui, et si vous regardez bien, vous allez le reconnaître. En tout cas, ça vaut vraiment le détour. Et pour ceux qui voudront, je la mettrai en plus la vidéo, j'en ferai un petit montage vidéo. Allez, je vous laisse kiffer, C'est parti. Dommage, Laurent. C'est bien. Donc là, on voit bien qui... Alors, l'important, si tu peux la remettre ou la remonter, ce qu'il faut surtout voir, hein, c'est le bon geste. C'est-à-dire que quand t'as pas le ballon, c'est pas grave, ça arrive. Bon, ça arrive de rater un ballon, surtout sur les terrains de district comme c'est là. Tu peux rater un ballon parce que t'es jamais à l'abri d'une taupe. C'est ça. L'important, c'est de bien lever le pied pour bien choper le joueur, pour être sûr. Allez, on la remet juste pour le plaisir. Guillaume me dit tout le temps qu'il faisait une sortie à 30 mètres. Bon, vous verrez qu'on est plutôt sur les 20. Voilà. Donc là, on voit bien, là, il y a une petite... Voilà, Ballon de profondeur. ballon de profondeur, l'attaquant qui Et sprint. l'attaquant Et la qui- sortie avec le pied levé de Guillaume. L'attaque- Là, qui dit bien, j'ai fait faute, mais bon, ça va, j'ai pas trop touché. Carton rouge, ah bah merde. Genre, carton rouge. Ah, ouais, vous êtes un peu dur. Hein, Vous monsieur êtes un le peu dur, hein, monsieur l'arbitre. Hein. Parce que bon, là, c'est... Comment dire? Oui, il y a peut-être une petite faute, mais bon, il n'y a rien, quoi. Il y a rien. Y a rien. Donc, voilà. Donc voilà, c'était un petit kiff. Il sait pas qu'on a balancé la vidéo là, mais bon voilà, c'est du petit croustillant. C'est une petite parenthèse, voilà, c'est Voilà. une petite parenthèse sympa. C'est... On va revenir sur le Paris Saint-Germain, mais on avait envie de faire cette petite astérix. Alors, faut savoir que Guillaume, dans ses sorties, est pas terrible. Par contre, Guillaume O5, je vous le dis, je l'ai vu, en parlant des Parisiens, Guillaume a absolument dégoûté Jean-Christophe Baebec sur un 5. Sur un five, Je vous le dis, au début, il jouait tranquille, Jean-Christophe. À la fin, il jouait plus tranquille du tout. Parce que pas réussir à mettre un pion ou en mettre deux sur 1h30 de 5 à un gardien qui est marseillais, qui avait mis un maillot de l'OM en plus, je peux vous dire qu'il était chaud cacao et je suis pas sûr qu'il en a un super souvenir. Ça, c'était les petites anecdotes. Voilà, ceci étant dit, oui, bon, en parlant de Titi d'ailleurs, moi j'aimerais bien en voir un peu plus là, sur des matchs comme ça, sur match de camp. Mhm. Qu'on en voit d'autres. Il y avait, comment ça s'appelle, l'avant-centre qui a fait quelques matchs de préparation, là, qui a un nom polonais.
Postolacci. Ah oui, on l'avait vu, ouais, sur tout début de saison, on Un l'avait mec vu. comme ça, enfin, ok, très bien. Qui avait l'air pas mal, ouais. Ok, très bien, il y a Choupeau, j'ai envie de dire. Ce match-là, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous feriez la tronche si. Enfin, quel serait votre ressenti si demain, Tourelle met une équipe expérimentale avec beaucoup de jeunes et que Paris perd le match? Vous en pensez quoi? Non, On va peut-être pas répondre parce que sinon on va leur couper l'herbe sur le pied. Admettons, si il y a une équipe qui est mise expérimentale avec beaucoup de jeunes et que Paris perd le match, quelle serait votre réaction? Est-ce que ça serait un manque d'ambition? Est-ce que ça serait... Enfin, pour vous, quel serait le ressenti? Moi, si tu me posais la question, je dirais pas moi, ça me ferait plaisir de voir une équipe de jeunes, dans le sens où qu'on le gagne ou qu'on le perde, ça va rien changer au championnat. Ok, très bien. Admettons, on met une équipe avec des gamins, avec des minots, on a un CFA qui fonctionne, on a un centre de formation où on a quand même perdu beaucoup d'éléments. Il y en a un que je vois qui fait un match d'ailleurs assez moyen ce soir, c'est Dan Axel Zagadou, qui est un très bon défenseur. J'ai envie de dire, si on doit faire la liste de tous les jeunes du centre de formation du Paris Saint-Germain qui sont partis parce qu'ils n'avaient pas l'impression de pouvoir percer, pourquoi est-ce qu'on ne servirait pas de ce genre de match pour leur dire, bah écoute, voilà, aujourd'hui, bah, tu as une chance de nous montrer ce que tu vaux et de montrer que bah, peut-être que tu as encore un petit peu d'écart, mais qu'en tout cas, bah, tu peux montrer que sur certains éléments, sur certains items, sur certains critères, tu as déjà le niveau Ligue 1 et en tout cas, tu peux nous montrer que bah, un prêt en Ligue 2 ou un prêt en Ligue 1 te permettrait d'arriver rapidement opérationnel pour le groupe. La question surtout, c'est est-ce que pour Tourelle, est-ce qu'ils ont le niveau pour... est-ce que ces jeunes-là ont tous le niveau pour jouer un match de Ligue 1? Parce que bon, Tourelle, tu connais quand même mieux que n'importe qui ici. En général, Tourelle, il va pas te mettre un joueur qui n'est pas, soit qui n'est pas bon, soit qui n'est pas capable de jouer le jeu à l'entraînement, ou tu vois, ce genre de truc-là. Ouais, alors ce qui est compliqué aussi là-dessus, c'est que la structure du Paris Saint-Germain est un peu singulière. C'est-à-dire qu'il y a assez peu de relations entre Thiago Motta et Tourelle, par exemple. Thiago Motta veut garder son groupe, il entretient son équipe, et c'est bien normal. Sauf que, à mon sens, et c'est comme ça que je conçois le football dans une équipe professionnelle, toutes les équipes, absolument toutes les équipes du centre de formation, doivent être au service de l'équipe première. Absolument toutes. Et donc l'équipe première doit être capable de taper dans n'importe quel effectif en cas de besoin. Donc être capable d'expliquer que, enfin, au moins de 17 nationaux, ben voilà, on a besoin de 2 latéraux, j'aimerais bien qu'il y ait 2 mecs qui soient formés clairement avec telle caractéristique, telle compétence, accentuer les exercices sur tel et tel critère. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, hein, si le Barça nous sort du pipi caca depuis des années, c'est parce que les types, depuis qu'ils ont 8 ans, ils se mangent des sessions de taureau de 35 minutes, et au final, ils ont l'habitude de faire de la papasse à la baballe, des machins qui nous emmerdent. D'ailleurs, on va lire les commentaires justement de ce que vous pensez justement sur la question. Dites-nous déjà. Sur la question... moi, j'essaie de trouver les voilà, on a... Alors... Alors, pour Emmanuel, c'est une bonne idée de lancer beaucoup de jeunes. Fred qui nous dit ce serait bien pour les jeunes, le plus important c'est Manchester. Maggie qui nous dit rien parce qu'on a tellement d'avance en championnat. Sissi qui nous dit on s'en fout tant qu'on gagne mercredi. Ouais, en fait, même les supporters ils sont tous d'accord, hein, on s'en fout limite du match de demain. Si on pouvait ne pas l'avoir, limite on en serait plus content. C'est vraiment le match de mercredi qui a son importance. Quand tu te balades en Ligue 1, d'après Saïd, quand tu te balades en Ligue 1, tu dois saisir l'occasion de faire jouer les jeunes, sans oublier que les cadres ont besoin de jouer souvent pour garder le niveau. C'est vrai, il n'a pas tort. Comorien nouveau qui nous dit franchement, donnerait de la confiance pour la suite. Fred qui nous dit les jeunes peuvent aussi être importants pour faire reposer les cadres. Tourelle ne prendra pas le risque. Donc je pense que quand il dit le risque, c'est de faire jouer faire jouer Di Maria ou Mbappé peut-être. Ouais. Saïd qui dit je pense que Tourelle a fait abstraction des niveaux de chacun afin de créer un collectif cohérent, sans oublier que les cadres sont la base du collectif. Amadou nous dit vu le nombre de points qui nous séparent de Lille, je ne serais pas contre qu'on mette les jeunes, ils vont gagner parce qu'ils vont se donner à fond. Ce serait pas mal, ouais, c'est vrai. Moi, je suis plutôt d'accord là-dessus. Un but de Choupeau, demain, j'annonce. Florian qui nous annonce un but de Choupeau. On l'attend depuis un moment, le but de Choupeau, parce qu'on en a eu qu'un pour l'instant. Donc, bon.
J'espère demain il va. S'il mérite quand même, parce que mine de rien, il fait pas que des matchs dégueulasses. Hein. Non, il fait se- long. Après, voilà, il a pas beaucoup de réussite, mais en même temps, il a pas beaucoup de temps de jeu. Il en a pas mal dernièrement, mine de rien. Ouais. Mais après, Choupo, que ce soit à Mayence, que ce soit à Schalke ou alors à Stoke, je vous cache pas, à Stoke, j'ai pas du tout suivi sa carrière. À Mayence, je l'ai suivi quand il était avec Tourelle d'ailleurs. Et ensuite, à Schalke, alors, ça va me faire très très mal au cul de dire que j'ai suivi Schalke. Évite de trop toucher la table, parce qu'après ça fait bouger l'écran. Il reste stable. Donc voilà, j'ai quand même regardé régulièrement Schalke. Et voilà, Choupo, c'était un deuxième attaquant. C'était pas l'attaquant de pointe, c'était pas le buteur, c'était pas lui qui devait mettre des buts. Choupo, il était au service de Klaas-Jan Huntelaar. Huntelaar qui était probablement, et je suis prêt à assumer n'importe quel débat là-dessus, Klaas-Jan Huntelaar qui est probablement le meilleur attaquant avec le plus gros taux de réussite des 15 dernières années en Europe, très largement. Et certains parlent de joueurs sous-cotés. Klaas-Jan Huntelaar était un joueur sous-coté, très largement. Ceci étant dit, voilà, ça a toujours été un joueur qui était au service des autres. Donc c'est un joueur qui a été utilisé en pivot, c'est un grand machin. Il sait très bien servir de son corps, il sait très bien faire opposition, conserver la balle. Après à Paris où on lui demande de créer aussi, c'est un peu plus compliqué, c'est pas trop dans ses qualités. D'accord. Ceci étant dit, voilà, il sait mettre des buts, sauf que ça a toujours été un attaquant d'appoint. Donc soit il mettait du raccro, du but de crevard. Oh, je suis en train de retirer dessus encore là. Bah ouais, Ouais, je vais faire gaffe. je fais gaffe, je surveille. Donc voilà, donc oui, Choupo peut marquer. En plus, bah, vous avez bien vu, hein, visiblement, soit c'est un running gag, soit c'est une volonté de toute l'équipe de le faire marquer. Il n'y a qu'à voir le comportement de Di Maria. Quand il met le second, il voulait absolument la donner à Choupo. Donc je pense que l'équipe va se mettre à son service. Alors, il y a Saïd Ça va forcément payer. il y a Saïd qui nous dit Choupo est un joueur qui a tellement d'humilité que dans le dernier geste, j'ai l'impression qu'il a peur de décevoir. Alors, je pense qu'il devrait se lâcher car en général, son jeu produit un peu de déchets. Peu de déchets, pardon. Moi, je suis pas trop d'accord parce que moi, je trouve que Choupo, il a tenté quand même pas mal et que souvent, il y avait des très très belles frappes bien placées, il y avait des très belles actions, des très belles reprises et que malheureusement, bah, en face, t'avais un gardien, tu sais pas pourquoi, qui te sortait qui te sort des arrêts lumière alors qu'à la base, celle-là, tu la tapes 10 fois et 9 fois, elle rentre quoi. C'est ça. Mais quand c'est Choupo, bah voilà. Mais après, je pense qu'aussi, comme il est un peu dans le doute, donc forcément, la frappe, il va plus chercher à la placer qu'à mettre en puissance. Et peut-être qu'un truc moins bien placé, mais... Enfin, la dernière fois qu'il y en a un qui a mis une frappe de mule, il s'est retrouvé blessé. On n'a pas pu le mettre face à United. Hein. Donc oui, les frappes de mule... Ouais, alors frappe de mule sur un penalty, c'est peut-être pas nécessaire, Ouais. effectivement. Donc... je pense que ça va régler toutes les discussions de non, c'est moi qui tire. Enfin, après, de l'autre côté, si c'est Choupo qui se blesse sur une frappe de mule, je préfère ça à Di Maria ou Mbappé ou Cavani. Quoi. Ça, c'est sûr. Bon, enfin bon. Il y a Fred qui nous dit que Choupo fait énormément d'efforts et c'est vrai qu'il fait beaucoup d'efforts. Il a tendance aussi à absorber quand même un ou deux défenseurs avec lui. Il travaille beaucoup les défenses et effectivement, et de ce point de vue-là, je pense qu'il essaie de se mettre au diapason de Cavani. On en avait discuté notamment sur Sports One du travail de l'ombre de Cavani. Je crois qu'on avait fait un podcast d'ailleurs là-dessus. Cavani, aujourd'hui, avec le talent qu'il a autour de lui, à savoir Mbappé et Neymar, travaille beaucoup plus les défenses qu'avant. Avant, il cherchait à aller mettre des buts. Aujourd'hui, son obsession, c'est pas le but. Aujourd'hui, son obsession, c'est de créer des espaces pour l'un des deux génies qu'il a derrière lui. Et Cavani sait se mettre au service de l'équipe. Un mec, enfin, de toute façon, faut pas se leurrer. Un type qui saurait pas faire d'efforts ou saurait pas se mettre au second plan, il irait pas défendre en arrière droit dès qu'il voit que ça commence à être difficile. Donc Cavani sait faire ça et Choupo sait le faire. Donc Choupo aujourd'hui, je pense, essaye de se mettre au diapason, essaye de compenser l'absence de Cavani, qui était un énorme travailleur, pour les deux génies qui sont derrière. Et je pense que si Mbappé aujourd'hui continue à planter autant alors que Cavani est blessé, c'est peut-être parce qu'il y a un Choupo devant, ou que... Alors soit quand Mbappé est en pointe, là c'est sur du talent, et il en a très largement pour deux, Mbappé, il n'y a pas de problème. Mais quand Choupo est là, bah, Choupo cherche justement à travailler pour les autres. Alors on a Dams, salut poto, comment tu vas? Je trouve que Tourelle gère très bien le collectif, on sent une équipe impliquée et concentrée sur la grande majorité des matchs, et Choupo est irréprochable, une bonne mentalité, ça fait plaisir, les buts vont venir
Sur ce, j'espère que tout va bien, John. Ouais, tout va bien, merci pour ton com. Et oui, ça fait... oui, je suis d'accord, Tourelle, il gère très très bien son effectif. Il gère, de toute façon, depuis qu'il est là, on voit tout de suite une nette différence par rapport aux années précédentes avec Emery. On n'en reparlera pas d'Emery, non, s'il vous plaît. Cyril qui nous dit Tourelle est suspendu Tourelle est suspendu de match contre United. Saïd qui nous dit... C'est United ou c'est contre Caen? Non, c'est contre Caen. Bah, il s'est fait sortir, c'était en championnat qu'il s'est fait sortir. Oui, il me semble. Donc c'est contre Caen là où il sera au téléphone ou en tribune avec un tour. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est pas contre United. Bah, c'était pas en Ligue des Champions. Non. Non. Il me semble pas. Oui, il tente, mais si tu regardes bien, il y a Saïd qui dit il regarde rarement le gardien avant de faire le dernier geste et son placement est parfois en décalage avec l'action offensive. C'est vrai qu'il a pas tort. Ça, c'est tout à fait vrai. Adrien qui nous dit. Alors, Adrien, que je connais très bien, je salue d'ailleurs la gendarmerie de Picardie. Adrien, bisous. Choupeau mauvais, le PSG peut se permettre de le titulariser car tu sais bien que le PSG n'a pas besoin de jouer ce week-end. L'équipe est tournée vers la Ligue des Champions et sûrement un peu trop tendue à cause de la remontada de l'année passée. Ouais, enfin on va éviter de parler de remontada. Un 2-0, c'est pas une remontada si on... Par contre, il faut... Ouais, on va parler de Manchester quand même. Parlado espagnolo. Voilà. C'est pas ce que ça veut dire. Salut mon frère Tony, comment tu vas Tony Sopra? N'hésitez pas à suivre ses lives et tout. Tony Sopra, il est super sympa. Je me suis mis à le suivre d'ailleurs. J'aime beaucoup ce que tu fais, Tony. Voilà. Mais t'as une grosse voix, des fois tu me fais peur. Alexandre, soyons sérieux, Choupeau ne mérite pas autant d'attention, messieurs. C'est vrai qu'on a fait un gros... Ouais, mais c'est un genre de devoir, j'ai envie de dire. Enfin, on a parlé de Colin Dagba. Il y a des mecs, enfin voilà, la saison de Bernat. Bernat, tout le monde a dit, mais c'est quoi ce pimpin? On est en train de choper une merde du Bayern. Au final, aujourd'hui, je vous le dis, hein, allez voir les mecs du Bayern. Ils ont gardé Boateng, ils ont perdu Bernat. Allez voir les supporters, vous allez voir qui regrettent. D'ailleurs, ils sont pas tous d'accord. Hein. Romain, le PSG proche du million de maillots vendus grâce au partenariat de Jordan. Tony qui nous dit arrêtez avec Choupeau, c'est un joueur très moyen. Oui, oui, non, mais on n'a jamais dit que c'était un excellent joueur. Attention. S'il te plaît, Bernard Mendy a eu le ballon de plomb, ok. Je pense que Choupeau peut être candidat, y a pas de souci. D'ailleurs, on va parler de PSG Man U. On va saluer aussi parce que j'ai cru voir. Ouais, on a Clint qui est sur le live. Salut à toi frérot. J'espère que tu vas bien et que tu es en forme pour le live de lundi sur All Sport One. À vous la victoire. Daniel, on est chaud. Enfin, John sera pas là, moi je serai là et je suis chaud. Là, tu m'avais dit que peut-être que. On verra. Normalement, je vais faire ce qu'il faut pour être là. Voilà. Je devrais être. Et on n'a rien convenu ensemble. Hein, qu'on soit bien clair, moi ça fait un moment que je l'ai dit. Bref, tout ça pour dire, on va parler de PSG Manchester United qui joue au Parc des Princes. Faut savoir pour Manchester, toujours plein d'absents. Rashford, je crois que c'est Rashford ou c'est Lingard? C'est Rashford. Rashford apparemment est remis, du coup ils le refont jouer ce week-end. C'est-à-dire que le mec s'est blessé, il est revenu, ils le refont jouer, il se repète, là il revient, ils se disent tiens dis donc, il s'est repété qu'une seule fois. On va tenter. Si on remettait encore un petit peu. Après, de l'autre côté, il est obligé de le faire. Dans un sens, ils sont un petit peu obligés de le faire jouer, histoire de savoir si ça peut tenir. Ils ont 0 coussin de sécurité en championnat. Et vu l'importance du championnat au niveau de la dotation, au niveau des droits télé, dans le budget, ils sont obligés d'aller chercher ça. Donc Manchester, là-dessus, ils ont une pression que Paris n'a pas. C'est de devoir être performant ce week-end. Ils ne peuvent pas faire l'impasse. Ils ne peuvent pas se le permettre. Je vais regarder, je triche, je vais regarder le classement au passage. Ouais, parce que... je comprends pas, je suis encore sur les matchs de l'Allemagne. Ah, mais il y a toujours un 0. Non, mais ça va bouger. Ça va bouger. Donc ouais, non, mais c'est vrai qu'il y a une hécatombe de blessures. Il joue Southampton à 16h. Et j'ai même envie de dire hashtag karma, parce que quand même, mine de rien, quand on a eu nos blessures, souvenez-vous, une semaine, 2 semaines avant le match, on n'avait aucune blessure. On était ultra confiant face à United. Et puis au final, on se retrouve avec Cavani blessé, on se retrouve avec... on avait Verratti qui s'est blessé. Ils ont le match que nous. Ils ont le match que nous. Southampton, c'est 17ème en championnat. Nous, Caen, c'est 18ème. C'est exactement le même match. Eux, ils reçoivent alors que nous, on se déplace. Mais bon, déplacement à Caen, c'est pas non plus le bout du monde. Donc, Manchester est 5ème. Ils ont 1 point de retard sur Arsenal. Donc ils ont 1 point... ils ont un seul point de retard sur la Ligue des Champions. Manchester est obligé d'être performant. Et surtout, ils ont 2 points d'avance sur Chelsea qui a un match de retard. Donc ils ont Chelsea au cul et ils ont Arsenal en ligne de mire. Donc aujourd'hui, Manchester ne peut pas se permettre de faire l'impasse sur un match. Ils vont être obligés de sortir la grosse équipe contre Southampton. Et ça, c'est très très bon pour Paris aussi. Ouais, c'est très bon. Et puis voilà,
mine de rien. Je pense on a gagné 2-0 à l'extérieur, là on joue au parc. Enfin, je veux dire, moi, tu te souviens, hein, sur les pronos et tout ça, moi je le disais, hein, le PSG allait gagner, j'avais aucune inquiétude là-dessus. Là, je pense que face à United mercredi, je pense qu'on peut avoir un match de gala, mais qui va être quand même assez corsé en termes d'addition. Je pense que le PSG va vouloir finir le travail et assez rapidement. Je pense que la première mi-temps, il faudra surtout pas se laisser berner ou se laisser endormir sur le terrain par les joueurs de United qui vont la jouer en mode contre-attaque. Ils vont mettre le pied, hein. Eux ils ont rien à perdre. Ouais, ils ont rien à perdre, ils vont tabasser les joueurs. Hein. Ça va ils vont commencer le match éliminé. Donc aujourd'hui, Manchester et les équipes anglaises savent le faire. Ils vont aller chercher la gagne. Et s'il faut aller foutre le pied, il faut aller foutre le pied. Aujourd'hui, en début de match, les Parisiens, et je crois qu'ils sont nombreux à être sous le coup d'une possible suspension, les Parisiens vont réfléchir en se disant faut pas trop mettre le pied, parce que s'ils prennent un jaune, ils n'auront pas de quart de finale. Donc c'est ça qui est pas simple. Donc les Parisiens vont être obligés de lever le pied, ou en tout cas de faire attention à ce qu'ils font. D'où l'importance de clôturer le match tout de suite. Hein. Et voilà, les mecs de Manchester, ils y vont sans pression. Ils commencent le match éliminé. Donc eux, ils peuvent y aller. Qu'est-ce qu'ils ont à foutre au départ? S'ils ne vont pas mettre de but, de toute façon, ils sont sortis. D'ailleurs, il faut que Paris marque rapidement. Dès qu'il y aura le 1-0, Manchester devra en mettre 3. Et ça ne sera pas la même. Et surtout, des équipes qui ont passé 3 à Paris, mais cette saison, il n'y en a qu'une seule, je crois que c'est Liverpool. C'est ça. Qui a mis 3-2. C'est ça. Et c'était le premier match. Et encore, ils ont gagné vraiment à la dernière minute. Et voilà, c'est la seule. C'est la seule équipe qui en passe 3. D'ailleurs, dites-nous ce que vous en pensez justement de ce match mercredi face à United. Comment vous le ressentez? Qu'est-ce que vous pronostiquez? Comment vous voyez le match? Est-ce que ça va être une boucherie? Est-ce que ça va être un match compliqué? Parce qu'il ne faut pas non plus que Paris prenne un but dès les 10 premières minutes, sinon ça risque d'être très compliqué dans le sens où United va y croire. Pour l'instant, ils y croient pas forcément, mais un but peut tout changer. Alors que si le Paris Saint-Germain marque dès le début, ça va direct les assommer. Et là, il y a 3 buts à remonter, dont 2 à l'extérieur. Ça va être très compliqué pour eux. Donc voilà, comment vous imaginez un petit peu le match? D'ailleurs, je vais reprendre la lecture un petit peu, voir un peu ce que vous dites. Et dites-nous ce que vous pensez, comment vous... Putain de vous savez qu'il y a un très bon attaquant qui s'appelle Ji Dong-wang, qui est un Coréen à Augsbourg, un ancien de Dortmund qui vient de mettre un doublé. Ah ouais, c'est cool. Alors, t'as le bon toi pour casser les trucs, toi. Je suis pas content. On va lire à nouveau des commentaires. Ouais, Tony, Olivia gueule, s'il te plaît. Olivia qui nous dit Tourelle suspendu un match avec sursis, donc il sera sur le banc contre United. Clint qui nous dit il en faut des joueurs besogneux dans une équipe du moment, qu'ils ont l'état d'esprit, et c'est d'ailleurs souvent le cas. L'exemple vient souvent de ce type de joueurs qui ont plus envie que les talentueux. Tu vois, c'est pour ça que c'est mon pote Daniel, on est d'accord là-dessus. Il y a plein de choses sur lesquelles on n'est pas d'accord avec Daniel, ça arrive, et c'est pour ça que notre émission du lundi elle est importante, c'est qu'on a plein d'avis différents, et c'est pas grave d'avoir des avis différents, c'est normal, c'est hyper important. D'ailleurs, on va y revenir tout à l'heure sur le naming. On s'en fout de ne pas être d'accord. Le but, c'est de pouvoir échanger, d'écouter les arguments de chacun. Et voilà, je suis tout à fait d'accord avec Daniel là-dessus. Alors, s'ils font jouer ce week-end Rashford, c'est qu'ils savent qu'en Ligue des Champions, ils sont morts. Pour Kevin. Saïd, vu le résultat du match aller Man U, va jouer avec un jeu offensif et je pense que Tourelle devra jouer en première mi-temps, avec un jeu ultra offensif et laisser Man U la possession de balle afin que Man U se fatigue plus vite. Je pense qu'il y a quand même plus de chances de les fatiguer comme le Paris Saint-Germain sait le faire et comme Tourelle sait gérer en les fatiguant, en gardant le ballon et en faisant tourner jusqu'à la 60e minute où là en général les équipes adverses elles sont HS. C'est en défendant que tu fatigues. Hein. C'est ça. Tony Sopra qui nous dit par contre parlons de Paredes, il va faire du sale à Paris, laissons-le s'installer, c'est clair. Il est en train de s'acclimater. Grave. Il a aussi un énorme avantage, c'est que il y a beaucoup de... Avant de reprendre, je finis juste la lecture parce que ça... Ouais, parce que ça part. Mais on revient là-dessus, Tony, il n'y a pas de problème. On repart sur Paredes après. Ils sont morts, jamais ils gagnent chez nous. Pour Fred, Kevin qui nous dit je vois bien Paris gagner haut la main, ils vont trop se découvrir Man U. On dit que ça sera un film de cul. Qui dit que c'est un film X. Non, il a marqué de cul. De cul, ouais, de cul sans L. Christophe qui nous dit Paris 3-1. C'est vrai que c'est un bon score. Moi je verrais 3-0 perso. Pas 3, je les vois pas marquer chez nous. Voilà, c'est un petit challenge. Comme moi j'ai un petit peu de. Faut que je déconne, hein, l'été arrive. John annonce 3-0.
admettons, pas de problème. À chaque but d'écart, je vous ferai une séance de burpees. Les burpees, c'est les machins de CrossFit, vous allez me voir en chier un petit peu. Voilà, on annonce 3-0. Moi je suis pas d'accord, mais c'est le score qu'on a annoncé, pas de problème, moi je me rangeais Ah non, tu peux annoncer ton score à toi aussi. C'est ta page, c'est ton émission, je ne suis qu'invité. Tu annonces 3-0. Moi pour j'annonce chaque 3-0. but d'écart, en plus, en moins ou pour l'adversaire, je vous ferai une petite série de 20 burpees. Je vais en chier ma race. D'ailleurs, il y a Sissi qui est d'accord avec moi, qui met 3-0, qui prévoit 3-0. Aline qui nous dit il y a 2-1 pour Paris, toujours pour les scores pour Paris, hein, évidemment. Maxi qui voit 1-0 pour Paris. Cyril Marquinhos, il a plus Pogba dans les pattes. C'est vrai que Pogba ne sera pas là aussi. Sera pas là. Il est absent parce qu'il a pris un haut. Matic non plus. Déjà, ils n'ont pas leur défensif. Bah oui. Maggie, si Paris joue comme s'ils ne sont pas encore qualifiés, ils gagnent tranquille. Christophe, c'est des cap tombes. Manu. Tony, pour Tony, c'est 3-1. Il prévoit 3-1. Romain qui nous dit 2-0. Et Saïd qui nous dit le but est de marquer en premier, mais pas trop garder la balle, car Kerrer fait souvent des fautes inutiles. Je pense que le résultat sera de 4-0 pour Paris. Ah oui, Saïd, ça avance à 4-0 quand même. Saïd, c'est 4-0. Et Kevin le suit aussi. Kevin le suit avec un 4-0 aussi. Tony X qui nous dit 3-0 et but de Di Maria. Emmanuel qui nous dit United viendra pour défendre avant tout, mais on gagnera. Voilà, c'est les derniers commentaires. Alors, je comprends pourquoi tu le dis, mais ils peuvent pas se le permettre d'abord parce qu'ils savent pas le faire. Faut pas se leurrer, ils sont très très loin d'avoir une bonne défense. Et aujourd'hui, ils doivent tout à De Gea, hein, pas à leur défense. Ils ont une défense en bois. Donc ils peuvent pas se permettre de défendre. De toute façon, ils sont menés avec 2 buts à l'extérieur, 2-0. Ils n'ont pas réussi à marquer chez eux. D'ailleurs, De Gea qui vient de refuser une prolongation à Monu avec un très très gros chèque quand même. Très très gros chèque. Oui, mais le gros chèque, il l'aura ailleurs de toute façon. Ah ouais, 15 millions quand même. Il a refusé 15 ou 16 millions quand même. Des gardiens de gros talent, il n'y en a pas des masses non plus. Et il faut pas se leurrer, c'est des salaires qu'il pourrait avoir ailleurs aussi. Donc, il est libre de tout contrat en plus cet été, donc il peut avoir une prime à la signature. Je vais en parler, moi je connais quelqu'un qui s'appelle Véro. Et Véro, quand elle négocie le chèque à signature, t'inquiète. Donc, et son agent aussi a derrière. Elle va savoir, mais on va lui aiguiller Véro. Véro, elle va dire... T'inquiète De Gea, je vais te faire signer à Barcelone. Je s'occupe de tout. Peut-être, parce que apparemment non. Oui, bah après on sait pas où il va. Voilà, ceci étant dit, Manchester ne peut pas se permettre de défendre. Manchester, ils en ont pris 2 à la maison, ils n'ont pas marqué. Donc aujourd'hui, dans une situation à l'extérieur, ils sont obligés non pas de marquer simplement, mais de marquer beaucoup de buts. Paris marque à chaque match. Paris jamais l'attaque est en silence. Donc Paris va marquer, de toute façon ils le savent, donc ils savent qu'ils doivent au moins en glisser 3. Et voilà, donc ils ne pourront pas se permettre de défendre, parce que ça sera contre-productif. Clairement. Donc voilà, même s'ils en prennent un, ils s'en foutent, ils savent qu'ils vont en prendre un. Donc leur objectif, c'est pas de se dire, tiens, on va mettre 2-0 et on va garer, puis on espère les prolongations. Ils sont obligés d'aller viser le 3-1 ou le 4-1. Mais moi je vois pas Manu avec autant d'absents déjà en plus, ils ont pas Pogba. Même avec leur titulaire, ça serait compliqué. Déjà avec les titulaires c'est compliqué, mais sans leur titulaire en puissance, sans Pogba, mais je les vois pas. Et ce qui est taré, c'est que c'est fait sans Neymar, c'est que c'est ça. Cavani sur une guibole. On n'a pas eu Neymar, on n'a pas eu Cavani, on a eu que Mbappé tout seul, on a eu Draxler et Di Maria qui ont joué le jeu, qui ont fait un énorme match. On a eu aussi un milieu qui était quand même assez quand même avec Alves. Mais regarde, Bernat a fait un très bon match parce que c'est un mec qui a l'expérience de ce niveau-là et c'est pas un problème. On a des mecs aujourd'hui, je pense que la mayonnaise entre les jeunes et les anciens, elle a pris. Elle a pris des anciens qui avaient l'expérience, on a déjà eu, mais la transmission elle se faisait pas. Et moi je suis navré de revenir là-dessus, mais quand je vois le peu de modifications de comportement de Verratti dans toutes ces années à côté de Thiago Motta, moi je me suis toujours dit Thiago Motta ça va être un guide pour Verratti et il va le faire grandir à vitesse grand V. Au final, moi j'ai l'impression que Verratti progresse plus depuis que Motta n'est plus là. En termes de comportement, en termes d'état d'esprit sur le terrain. Après Verratti c'est Verratti, hein, il a toujours eu de l'or dans les pieds le gamin. Donc voilà, mais moi j'ai l'impression que au final, c'est l'osmose, elle est venue plus quand il y avait quand il y a Tourelle en fait, qui s'implique vraiment dans la vie de son groupe. Bien sûr. Emery c'est un gestionnaire, Laurent Blanc c'est un gestionnaire, ils étaient en dehors du groupe. Et le groupe devait vivre tout seul. Tourelle il s'inclut dedans, il vit avec. Donc voilà, je pense que ça leur a pris beaucoup.
Et ça a probablement aidé la mayonnaise à prendre. Voilà, il fallait prendre le temps, que la mayonnaise Ouais. prenne, c'est surtout ça. D'ailleurs, on va lire un petit peu, parce que je tiens à ce qu'on lise beaucoup ici. Je dis 4-0 pour Man U. On a vu que lorsqu'ils ont pris le deuxième but, ils ont lâché. Leur collectif était haché au point de faire beaucoup de fautes. Tony qui dit rien à voir, mais on parle du naming. Je suis totalement contre et vous. D'ailleurs, Tony, on va parler du naming juste après. On va en parler parce qu'on Alors, n'est pas d'accord. Voilà, on va parler d'abord de Paredes parce que On n'est pas d'accord entre nous, pas voilà. avec toi. Hein. Voilà, Mais- pas avec toi, mais enfin moi je suis plus de ton avis, mais on va en parler. Il y a deux sujets qu'on va parler, c'est Paredes, la MCN, et puis après on finit par le naming, et puis on reprendra un live mercredi Donc, prochain. Paredes, ça va être Attends, un je finis. très je bon finis. joueur. Oui, je finis. Très bon joueur. Depuis Tourelle, Paris marque au moins un but, c'est une statistique intéressante. Clint qui nous dit le PSG est bien au-dessus de Manchester qui a eu sa réalité au match aller, qui est que leur manque de début de saison avec Mourinho ne pouvait s'effacer comme ça. Aujourd'hui, le PSG a une expérience de l'échec qui paye et du coup, dans l'attaque psychologique de cette rencontre, je vois un PSG qui sait comment faire et que j'appréhende plus ces rencontres. Manchester est obligé de se découvrir et Paris va enfoncer le clou. Fin de l'histoire. Emmanuel qui nous dit est-ce que vous prenez le risque de mettre Cavani sur la feuille de match pour demain? Moi perso non. Ah, demain, non. Non. Contre Caen. Contre Caen, non. Postolacci, là, moi, je balance un mec comme ça, je m'en fous. Timothy Weah, il revient exprès, juste pour le match. Voilà. Ah non, on s'en fout. Ouais, non, moi je suis d'accord. Demain, c'est un Ni match Di en Maria, ni Draxler. Non, moi je mets que des remplaçants, moi. C'est un match en bois, on s'en cogne. Verratti, putain, il retrouve une forme olympique pour Eddy, c'est clair. Tony qui dit Paris élève son niveau en Ligue des Champions. C'est vrai qu'on remarque une vraie différence de jeu entre la Ligue 1 et alors que avant, souviens-toi que la différence, on la voyait avec l'équipe adverse. On voyait que l'équipe adverse était pas du tout du même calibre que les matchs de Ligue 1, alors qu'aujourd'hui, on voit que le Paris Saint-Germain n'a pas non plus le même niveau en Ligue des Champions qu'en Ligue 1. Ça s'est inversé un petit peu la donne. Hein. Aujourd'hui, on voit totalement ce que disait Léo à l'époque, c'est-à-dire que le Paris Saint-Germain version Qatari, c'était une équipe taillée pour la Ligue des Champions, C'est pas ça. du tout pour la Ligue 1. Au final, la Ligue 1, Bah, la Ligue 1, c'est bon. On la bazarde, hein. On a pris la mesure. Allez, je finis. Je pense que Manchester va se jeter sur le ballon et beaucoup attaquer, donc se découvrir. Le PSG jouera en contre et n'encaissera pas de but. Le score, ce sera 3-0. Tu vois, Jean qui est d'accord avec moi. Laurent, je pense que Paris faudra soit réaliste devant les buts. Il y a aussi des manques à Manchester. Paris va passer, les joueurs ont pris de l'expérience au fil des années en Ligue des Champions. Et pour finir, Emmanuel qui nous dit non, contre Manchester, vous prenez le risque de mettre Cavani sur la feuille. Ah, contre Manchester! Est-ce que tu mets Manchester? Non. Bah ça dépend. Si Cavani il est en pleine bourre, parce que là il a repris l'entraînement aujourd'hui, il a repris l'entraînement collectif aujourd'hui. Il l'a dit qu'il ne le ferait pas jouer demain. Donc le faire jouer. Moi je pense que mercredi, s'il doit le faire jouer, ce sera en deuxième mi-temps, le faire rentrer si le score il est fait. Franchement, Histoire qu'il prenne confiance en plantant un petit but. s'il est à autre chose que 100%, je le mets pas. Ah, autre chose que 100%, tu S'il prends est pas pas de à 100%, je le mets pas. On s'en fout, il n'y a pas besoin de lui faire. Non, je parle pas de s'il est pas à 100%. Non, mais Manchester va devoir attaquer, donc va y avoir de la place derrière et ils défendent comme des peintres. Donc de toute façon, la vitesse d'Mbappé, déjà, quand ils n'avaient pas besoin d'attaquer au match aller, Mbappé a déjà fait la différence. Donc au match retour, qu'est-ce qu'on va... clairement, c'est un match où en fait, il n'y a que des coups à prendre. Il n'y a que des coups à prendre, surtout que les Anglais, en fin de match, s'ils savent qu'ils sont éliminés, que Paris en a mis un ou deux, les mecs, ils vont se dire, les mecs, on a fait le voyage, on va pas le faire pour rien. Donc les types de Manchester, ils savent mettre le genou. Ouais, bien Donc, sûr. Si Cavani est pas à 100%, c'est un coup à prendre du coup de codement. Donc ça sert à rien d'aller l'afficher, on s'en fout. Ouais, non, je suis plutôt... Ouais, après... C'est mon avis là-dessus. Moi, mon avis, s'il est Pas de déjà... risque, s'il pas de est risque avec Cavani, il est trop précieux pour les tours suivants. Bien sûr, On va je suis avoir un d'accord. quart, une demi, une finale à jouer. On a besoin de ce mec-là pour le quart, le demi et la finale. Donc voilà, pour la Ligue 1, ça devrait bien se passer. De toute façon, Cavani joue plus pour la première place des buteurs en Ligue 1. Donc il est plus là-dessus, il sait que c'est Mbappé qui y est. Bah alors Donc, du coup, on part sur Paredes. Et ben Paredes, Énorme, hein. très belle arrivée. Voilà. Et Le moi, mec, ce que j'aime, il joue simple, deux touches. Crap. Deux C'est- touches. mais c'est- il c'est- reçoit, il donne. C'est un accélérateur de ballon. Verratti ralentit le jeu, Paredes l'accélère. C'est une super pioche. Ouais, franchement, ils ont vraiment bien misé là-dessus. Après, bon, il nous a coûté quand même cher. Hein. Là, on va dire que le Mais c'est recrute... quoi cher? Bah cher quand même. Si, quand même. T'en On sais a rien, Antero non. qui est là pour normalement négocier un tarif. Voilà quoi. Et On au final, le on saura dans 2 ans.
voilà, et pour l'instant, à l'heure actuelle, il a coûté cher quand même. Il a coûté 50 patates. Ouais. Donc on va voir s'il les vaut. Si après, derrière, il explose au Paris Saint-Germain, qui devient un vrai tueur au milieu, là, je suis d'accord, je dirais, putain, on l'a pas payé cher. Mais à l'heure où on se parle, c'est quand même 50 patates. Tu vois, par exemple, Bernat, on peut dire ce qu'on veut, mine de rien, on l'a recruté que 5 millions. Pour moi, c'est pas cher. Vu le contenu qu'il nous donne, Bien sûr. ça va, c'est pas cher. Franchement, c'est une très très bonne affaire. Bernat, ça a été une très bonne affaire. Choupeau, il fait griller les merguez, il est sympa, on peut le voir à Paris et tout. On l'a eu gratos, c'est pas cher. Tu vois, voilà, c'est tout. Donc après, faut voir aussi ce que ça va donner sur le long terme pour Paredes. Là, il s'acclimate. Ouais, il est en phase d'acclimatation. Faut pas oublier une chose. J'ai l'impression qu'on a une mémoire extrêmement courte. Je vous rappelle quand Rai est arrivé, c'est la première saison. Ah oui, je bien pense sûr. que tous ceux qui étaient nés, parce que déjà il Ouais. faut commencer par là, ceux qui étaient nés et qui s'en rappellent, la première saison de Rai, c'était juste une grosse cata. Et à la fin de la première saison de Rai, je pense que la moitié de Paris leur est ramené à la rame au Brésil. Mm. Et ensuite, en 4 ans, il a mis tout le monde d'accord et ça a été une icône du club et ça l'est toujours. Ouais, c'est vrai. Par exemple, on parle beaucoup de Kerrer, des erreurs de Kerrer. Alors c'est vrai que Kerrer a la chance de parler français. C'est un énorme atout en termes d'intégration. Il vient d'arriver, il faut qu'il s'habitue encore au club, il faut qu'il s'acclimate. Il y a beaucoup de choses à faire, c'est une première année. Kerrer vient d'arriver, Bernat vient d'arriver. Bon, Choupeau, on va pas en parler, mais techniquement, si, on pourrait parler là-dessus. Paredes vient d'arriver, il parle pas français. Là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs qui parlent espagnol, et tant mieux. Mais en attendant, il est encore en train de prendre la mesure du championnat, du niveau d'exigence. C'est un nouveau club, c'est une nouvelle organisation. Ouais, il est arrivé il y a quoi? Il y a même pas un mois et demi, 2 mois, même C'est pas. ça, c'est ça. Mais non, il est arrivé le dernier jour de Ouais, de c'était janvier. en fin janvier, donc Ouais. là, ça fait un mois. On est le 1er mars, ça fait un Un mois mois. qu'il est là. Un mois qu'il est là, et je puis on trouve voit que les c'est déjà prestations qu'il fait, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal du tout, ça demande à voir ce que ça va donner en Ligue des Champions. Pour l'instant, on ne le voit pas trop jouer en Ligue des Champions. Oui, j'ai vu le Je score. reviens un peu, il y a 2-1. Voilà, Dortmund ça, vient marquer il ressuscite encore un de petit Paco. peu. Donc non, moi je trouve que c'est une bonne pioche. Ils ont le prix, est-ce qu'il est justifié? On le saura à l'avenir, parce que ça, on peut pas trop savoir si ça vaut le coup ou pas. Pour l'instant, on va dire qu'on est sur une bonne voie. Mais c'est vrai que il a, je pense qu'il a les caractéristiques et du moins les qualités pour devenir un crack au milieu au Paris Saint-Germain. Je pense qu'il va nous apporter beaucoup et que j'ai hâte surtout de voir ce que ça va donner quand il y aura Neymar, Cavani, Mbappé, donc la MCN avec lui. Parce que pour l'instant, on ne l'a pas encore vu avec la MCN devant lui. Donc quand on aura la MCN devant lui, je pense que ça risque de faire du sale quand même. Donc voilà. Après, quelle combinaison de milieux on va faire? Est-ce que ce sera Paredes Marquinhos? Est-ce que ce sera Paredes Verratti, comme il l'a dit sur sa dernière J'aime interview? bien les trois avec Marquis, Bah, Verratti et Paredes. Ouais, après ça fait un 4-3-3 quoi. Voilà, 4-3-3. Si Ah tu non, fais ça. moi j'en mets que 3 derrière. Je mets que Kerrer avec Thiago et Kimpembe. Un 3-4 un 3-4-3 ou un. Ouais, un 3-4-3 alors. Non, moi je mets un 3-5-2. Un 3-5-2 Ouais, un 3-5-2 avec avec, des... Neymar en 10 et les deux devant. Ouais, et puis, D'accord. et surtout avec 2 pistons sur les côtés. Ouais, moi j'aurais mis un truc. Ouais, Non, avec Ouais. Neymar décroché et puis une pointe, et puis 2 pistons, donc Mbappé Neymar éventuellement. Ah, ça me fait chier de foutre Cavani de côté. bah c'est ça en fait. Mais Non, moi j'aurais fait à la rigueur un. soit tu mets Mbappé piston droit, Mhm. aujourd'hui c'est son poste, et puis Bernat à gauche, donc en fait t'as une Non, équipe 4-3-3, ça peut qui être pas penche mal, un peu. 4-3-3. Hein. Voilà, mais Ça peut le faire en à 4-3. voir, c'est vrai que Verratti et Paredes sont vraiment 2 joueurs qui ont un style très très opposé. Paredes, enfin, il fluidifie vachement le jeu, il transmet immédiatement. Quand vous regardez sur toutes les séquences, la façon dont il se place, il va systématiquement se mettre entre les lignes. Verratti va se mettre en retrait pour avoir tout le jeu face à lui. Paredes, il se met dans le cœur du jeu. Et en fait, il reçoit de derrière ou il reçoit en latéral, il transmet systématiquement devant ou sur le côté. C'est un joueur qui va vers l'avant alors que Verratti va être beaucoup dans l'attente en attendant un appel, alors que Paredes va transmettre vraiment dans les courses. Mhm. Donc c'est très différent et c'est pas pour rien que Paredes jusqu'à présent a toujours été plutôt côté gauche, parce que Paredes donne le ballon dans les pieds et Neymar a besoin du ballon dans les pieds pour se lancer avec. Mbappé a besoin du ballon devant lui pour prendre de la vitesse. Donc c'est 2 joueurs très différents. Je pense qu'il apporte une gamme de passes qui était assez peu utilisée jusqu'à présent par Paris. Et puis surtout, Paredes, regarde contre Dijon, il met une frappe qui part en Lulu, qui est déviée au dernier moment, qui passe juste à côté. Enfin, c'est un type qui il sait prendre sa chance.
À voir, à voir. Ouais, Je pense que on jugera pas Paredes sur cette saison là, sur cette année. Je pense qu'on va le juger, ça sera l'année prochaine. Ce sera plus ça. Je finis la lecture et puis on part sur le naming. Avec plaisir. Et après comme ça on clôture sur le naming. Avec plaisir. On a Clean qui nous dit, Amy nous disait que la première ligue prenait tellement d'énergie que les équipes pêchaient en Ligue des Champions. Et d'ailleurs Hazard l'a confirmé en interview. C'est vrai, et c'est une crainte d'ailleurs de l'UEFA qui a un petit peu peur pour sa Ligue des Champions, parce qu'aujourd'hui, avec les nouveaux droits télé de l'Angleterre, la Ligue des Champions ne rapporte pas assez. Je crois qu'une victoire en Ligue des Champions, ça rapporte l'équivalent d'une 5 ou 6e place en Première Ligue. Donc ils ont peur que les Anglais ne jouent plus autant la Ligue des Champions, parce que ça ne leur rapporterait pas assez. Et c'est pour ça qu'ils réfléchissent beaucoup, soit une nouvelle Coupe d'Europe, soit à une nouvelle version et une nouvelle dotation, notamment la Ligue des Champions. D'ailleurs, le Paris Saint-Germain est derrière tout ça pour la nouvelle Coupe de Champions. Ils sont attentifs. Ils sont très attentifs là-dessus. On a un président nommé dans une commission. Voilà, donc vous posez-vous les questions. Nasser, qui a déjà un bon siège à l'UEFA. Une super coupe, une super Ligue des Champions, peut-être envisagée à l'avenir. Moi j'y crois pas, il y a quand même beaucoup de clubs qui s'y opposent. Non, il y a beaucoup de clubs qui s'y opposent, c'est normal, mais de l'autre côté, tu sais comment ça se passe. Après, c'est le marché, c'est du business, c'est du commerce. Donc, s'il y a moyen de prendre de l'argent en créant une nouvelle ligue, bon, c'est un autre débat, mais je pense que le PSG a tout intérêt à s'y engouffrer si jamais il y a une possibilité, une ouverture. Bref, affaire à suivre. Paredes est le futur dépositaire du jeu parisien, selon moi, au milieu, et fera une doublette de folie avec Verratti pour Daniel. Saïd qui dit, moi je pense que lorsque Neymar va revenir, Paredes sera plus à l'aise pour faire des passes D, ça fera très mal. Daniel qui nous dit, ce sont les Argentins qui vont se régaler, Lo Celso, Paredes, ils ont un bel avenir et Di Maria fait un retour en sélection. Emmanuel qui nous dit, oui, mais pour le moment, il faut surtout des passes en arrière. Par contre, pour le moment, Paredes fait surtout des passes en arrière. D'accord, ok, j'ai compris. Pour lui, il n'est pas encore en forme. Pour Emmanuel, Paredes n'est pas encore en forme. Daniel qui nous dit, Paredes, très fin, excellente lecture, il saute les lignes et bientôt il se remet à frapper au but. J'espère. Tony qui nous dit, oui, Paredes et Verratti, je suis surpris aussi de Marquinhos et sa vision du jeu, mais aussi sa sérénité au milieu de terrain. Il a projeté également bien les ballons vers l'avant, c'est intéressant à travailler. C'est vrai que Marquinhos c'est une grosse surprise quand même. Même moi je m'y attendais pas à ce niveau-là. Écoute, moi je te rappelle quand il a commencé à Paris, au début il était arrière droit. Il jouait arrière droit et c'était le remplaçant à droite. Il est arrivé sur la pointe des pieds. Après il a commencé à prendre la rotation de Alex en défense centrale. Au final il s'est affirmé en défense centrale totalement. Il a pris le poste. Et puis ensuite, maintenant il continue. Comme il a la vision de jeu, il a le jeu moyen et le jeu court. Tourelle a dit, ok, il a du gabarit, il a de la vision de jeu, il a du placement, il a un bon jeu long et un bon jeu court. C'est un mec qui sait se projeter, mais qui sait aussi tenir une ligne et un placement. Il faut l'essayer en milieu, et aujourd'hui, le pari paye. Alors c'est vrai que les premiers matchs de Marquis en numéro 6, tout le monde a braillé en disant, oh là là, disons, c'est vraiment de la merde, et puis qu'est-ce qu'il fout Tourelle? Le mec était super fort en défense centrale, et c'est le cas, hein. Marquis c'est un super défenseur central, mais tout le monde disait c'est pas normal qu'un mec qui est très très bon en défense centrale on fasse jouer ailleurs. Sauf que Thiago Silva en défense centrale c'est plutôt propre. Kipembe clairement il n'a pas la capacité à aller à un autre poste, donc Marquis c'était le plus logique des trois à pouvoir monter. Kehrer dépanne déjà en prenant largement le côté. Marquinhos il a peut-être pas la vitesse ou la caisse de Kehrer pour aller déborder. En tout cas, c'est pas ce qu'on lui demande. Et au final, aujourd'hui, Marquinhos en stopper devant la défense ou en libéraux avancés, ça marche très très bien et tant mieux. Encore une fois, je maintiens, c'est le nouveau Matthias Sammer. L'avenir nous le dira. On va finir sur le naming. Naming. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-nous sur les messages, qu'est-ce que vous pensez du naming, pour ou contre le naming du Paris Saint-Germain, enfin du Parc des Princes plutôt. Savoir, est-ce qu'on fait rentrer une marque, un sponsor qui va nous permettre de récolter des fonds, ou du moins de l'argent. Voilà, c'est ce qu'on veut. Clairement, c'est une opération fair play financier. C'est fair play financier, donc et qu'est-ce qu'on fait? D'après vous, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on change le nom? Est-ce qu'on change pas le nom? Est-ce qu'on rajoute à notre nom actuel, le Parc des Princes, est-ce qu'on rajoute une marque en sponsoring? Voilà, dites-moi ce que vous en pensez sur les commentaires, je vous lis. Et Daniel, j'allais dire. Et Bruno va nous donner son avis, qui lui est pour. Alors, et moi, je suis plutôt contre dans un premier temps. Je vous apporte une expérience extérieure.
j'ai commencé à aller au stade, au Westfalenstadion, qui s'appelle toujours le Westfalenstadion d'ailleurs, à Dortmund. Ce stade a eu un naming par une société d'assurance qui s'appelle Signal Iduna. Donc aujourd'hui, dans les médias, il est prié de nommer le stade Signal Iduna Park. Aujourd'hui, dans les discussions entre supporters en ville ou jour de match ou en semaine, c'est moite-moite. Les anciens diront et diront toujours le Westfalenstadion, ce qui n'est pas un problème, c'est le nom du stade. Les plus jeunes utilisent le Signal Iduna Park. Ça ne pose aucun souci, d'abord parce que le Signal Iduna Park, c'est vraiment la version complètement refaite, réhabillée, réaménagée et ultra moderne du stade. Le Westfalenstadion, c'est le nom historique. Le stade, il a été reconstruit 2 fois. L'équipe première, d'ailleurs, il y a 50-60 ans, jouait sur le Rotterstadion qui est accolé, qui est vraiment contre, les 2 stades sont collés, et qui est le stade de la réserve. Donc, il y a un vrai historique. Le club du Borussia Dortmund a été créé en 1909. Le Borussia Dortmund a gagné la Ligue des Champions, mais pas la Ligue en chocolat de l'OM quand c'était encore une version expérimentale. Je parle de la vraie Ligue des Champions en 97. Est arrivé en finale de Ligue des Champions avec Jürgen Klopp contre le Bayern et l'a perdu en finale. Donc c'est un club qui a une histoire, qui a aujourd'hui, il me semble, la plus grosse affluence moyenne des 30 dernières années, avec plus de 80 000 de moyenne. Ils remplissent chaque match. C'est un stade de 80 000 places. Et pourtant, même si au départ ça a été relativement mal vu, aujourd'hui ça ne se voit plus. Ce sont des contrats de naming de 8 ans qui sont reprolongés aujourd'hui. Ça rapporte beaucoup d'argent au club. Et clairement, le Borussia Dortmund n'est pas devenu un club avec une portée très merchandisée comme d'autres. Le club a toujours son histoire, le club a toujours ses supporters, le club a toujours sa tribune, le club a toujours autant d'engouement. Je ne vois pas aujourd'hui, avec le recul, en quoi le naming a enlevé quoi que ce soit à ce club. Et aujourd'hui, on peut dire le Westfalenstadion, c'est d'ailleurs très régulièrement utilisé par les journalistes sportifs quand ils y sont. Et ça ne pose pas de problème. Donc demain, si le parc devrait être nommé, le parc serait toujours le parc. Le parc a toujours cette histoire-là. L'histoire du parc, l'histoire de l'équipe de France, puisque c'était le stade qui accueillait l'équipe de France avant l'arrivée du Stade de France. Je ne vois pas en quoi un naming aujourd'hui ferait perdre quoi que ce soit au Paris Saint-Germain, si ce n'est lui apporter une source de revenus complémentaire. Bah, moi je vais pas rentrer dans les détails comme toi t'es rentré, parce que tu rentres beaucoup dans le détail, faut le dire. Et puis je la ferme jamais. Et puis tu t'arrêtes jamais, on dirait. T'es le Daniel Blanc. Non mais, je vous rassure tout de suite, quand je parle, je me fais chier moi-même aussi. Hein. Il n'y a pas que vous, hein. C'est moi aussi. Donc moi je suis contre le naming dans le sens où l'argent on en a. Oui, c'est pour le fair play financier, mais le Paris Saint-Germain à ce jour n'a pas eu besoin, malgré toutes les requêtes qui ont été faites par le fair play financier, malgré toutes les attaques qui émanaient de l'Espagne, et que le Paris Saint-Germain subit les contrôles, les contrôles des contrôles du fair play financier, malgré tout ça, on est passé crème. Et le Paris Saint-Germain n'a pas eu besoin d'appeler à faire du naming pour le Parc des Princes. Donc, après un recrutement aussi énorme que Neymar et Mbappé sur le même mercato, qui a coûté quand même près de 400 millions, si je dis pas de bêtises, ouais, près de 400 millions, et encore, c'est sans compter les salaires et compagnie, et ben malgré ça, on n'a pas eu besoin de ce fameux naming au Paris Saint-Germain. Donc pourquoi demain on en aurait besoin? D'ailleurs, le Paris Saint-Germain eux-mêmes, quand ils parlaient, ils ont dit qu'ils évoquaient la possibilité d'un naming, mais que c'était pas du tout à l'ordre du jour. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être d'autres plans aussi d'investissement, il y a peut-être d'autres plans de sponsoring, et des sponsors, je pense qu'ils sont tous devant justement les bureaux du Paris Saint-Germain pour histoire d'essayer de renégocier ou de négocier des contrats avec le PSG. Donc d'avoir de l'argent qui est devant la porte et qui attend que ça de venir d'être cueilli, je pense qu'il y en a à l'appel. Donc je ne pense pas que le naming soit une obligation, ou du moins, même si ça peut améliorer le parc, je pense que le parc il peut être amélioré d'une autre manière que par un naming. Donc après, ça c'est mon avis. Et voilà, après je respecte ceux qui pensent que le Paris Saint-Germain peut avoir un naming sans que ça gêne
enfin au niveau du Parc des Princes sans que ça gêne. Moi, je suis pas trop de cet avis-là. Après, je vais lire les commentaires, savoir, parce que là, je pense que vous avez pu répondre. Je donne un argument qui met tout le monde d'accord. Aujourd'hui, quand on parle d'un certain club du sud de la France, dans une ville qui sent pas bon, où les poubelles sont jamais ramassées, je dirais pas lequel, mais bon, on parle du Vel, on parle du Vélodrome, ou on parle de l'Orange Vélodrome, qui, aujourd'hui, dans une discussion, faut pas se leurrer, hein. Aujourd'hui, toutes les discussions qui tournent autour de l'OM, c'est pour se foutre de leur gueule. Bon, ils nous aident beaucoup pour ça, mais qui, aujourd'hui, dans une discussion, parle d'Orange Vélodrome? Personne. Non mais d'accord, Personne. mais c'est pas le problème d'en parler. Non, de toute façon, même s'il y a un naming demain qu'on s'appelle, je sais pas moi, Lamborghini Parc des Princes, on dira toujours le Parc des Princes. On dira viens, on va au parc. On dira pas on va au Rolex ou au Breitling Paris Saint-Germain Parc des Princes. Exactement. Donc oui, je suis d'accord là-dessus. Mais il y aura ce nom-là quand même sur notre Parc des Princes. Tu te sens dire, dis donc, tu viens, on va au Huawei Parc des Princes? Ouais, non. Mais même si on le dit pas, il sera quand même sur le... Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Demain, ils installent 5 McDo dans le parc. Bah, d'accord, mais dans ce cas-là, tu vois, tu mets Parc des Princes, tu mets le Parc des Princes, et puis à la rigueur, l'autre marque, le naming, tu le mets derrière, tu vois. Non, derrière, tu là-bas. fous sur le côté, en dessous, au-dessus, mais qu'est-ce qu'on... Ou derrière. Ils peuvent le foutre en néon, ça ne changerait rien, ça serait pas très grave. Ça clignoterait. Les mecs, l'ambiance, c'est dedans. Ce qui a marqué dehors, on s'en fout, on le voit pas. Ouais, on ne le voit pas, on s'en après, il y a des panneaux publicitaires absolument partout autour du terrain, enfin sur les ceintures de tribune. Moi, je pense que l'argent, on peut aller le chercher ailleurs, on n'a pas besoin de passer par le naming. Je pense qu'il n'y a pas besoin de cet argent-là. Peut-être dans l'avenir, il y en aura peut-être besoin dans l'avenir. C'est peut-être une cartouche qui se garde. C'est aussi possible que le Paris Saint-Germain se garde cette petite cartouche de naming qui peut apporter un sponsor sur 8 ans, qui peut rapporter beaucoup d'argent. Mais peut-être qu'ils attendent justement d'avoir besoin de l'utiliser, de ne pas avoir à le faire dès maintenant. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, ils l'ont dit, c'est pas d'actualité. C'est une réflexion. Tony indique, et je comprends sa position à Tony, c'est l'identité du club. Je pense que c'est important de le garder au vu des recettes dégagées par le club. Je pense que ça ne doit pas être une priorité. Il y a d'autres contrats comme Nike en renégociation en cours. De plus, avec les jeunes sur lesquels le club peut faire de la plus-value est élevé. Il y a du vie à Paris. Mais là, tu lis un message en plein milieu alors que moi, je voulais lire tout le monde. Oui, moi je lis. Ah oui, mais toi, tu lis ce qui t'intéresse, toi. Je lis celui-là en te disant, oui, je comprends, sauf qu'aujourd'hui, avec le fair play financier qui nous emmerde, aujourd'hui, quand Paris Saint-Germain signe un gros contrat, l'UEFA va dire « Ah non, il est un petit peu trop gros » et puis il dévalue le montant du contrat. Donc, il vaut mieux avoir une multitude de petits contrats, enfin petits, tout est relatif, mais il vaut mieux avoir une multitude de contrats plutôt que avoir un très gros contrat qui a toujours le risque. Oui, mais là, ils vont renégocier le contrat de Nike. Là, ils viennent de rentrer une nouvelle marque, un nouveau... On avait le contrat QTA, ils l'ont réduit. On avait le contrat de la mairie de Paris, ils l'ont réduit. Et pourtant, on s'en sort très bien. Oui, pourtant, on s'en sort très bien, sans avoir besoin. Bah, on en rajoute plus, mais on le rajoute avec justement un nouveau... Non, pas forcément un naming. Avec un sponsor, comme on a eu là, dernièrement, un sponsor maillot. Comme on va avoir une revalorisation du sponsor Nike, qui va nous apporter beaucoup d'argent aussi, parce que la marque Paris Saint-Germain est quand même une grosse marque. Donc voilà, moi je suis... T'en fais quoi du maillot du stade? T'as un sponsor maillot du stade, c'est marqué dessus. Voilà, c'est un naming. Bon, allez, je lis vos commentaires. Alors, donc sur la question, êtes-vous pour ou contre le naming? Donc Aline qui nous dit qu'elle est contre. Saïd, je pense que même si on fait un naming, les supporters du monde entier diront toujours le Parc des Princes même dans 20 ans. Je suis d'accord, c'est vrai. Et d'ailleurs, regarde, j'ai mis un pouce en l'air. D'accord. Tony qui dit, mais changement totalement le nom, je suis contre car cela touche aussi au cœur du club. Mehdi qui nous dit, avec les moyens financiers dont le club dispose, il faut se concentrer sur une optimisation de la stratégie de recrutement. Et là, on pourra opter pour un Luc entre recrues stars et joueurs de qualité tellement indispensable. Salut Stéphane, bonsoir, ici c'est Paris, cool, t'inquiète. Canard qui nous dit, salut les loulous, le HR Parc des Princes. Oui, le HR Parc des Princes, c'est bien, moi j'aime bien. C'est l'identité du club, je pense que c'est important de le garder. Et au vu des recettes dégagées par le club, je pense que cela ne doit pas être une priorité pour le club. Il y a d'autres contrats comme Nike en renégociation en cours de plus avec les jeunes sur lesquels le club... C'est celui que j'ai lu. Ah d'accord, ok, parce que j'ai du mal à lire parce que ça défile en même temps. Bah oui. Au Parc des Princes, ici c'est le PSG. Cyril qui nous dit... Prince Park Stadium MDR. Non, je peux pas, moi, je peux pas. Ça. Salut Jeff. Sans compter les produits dérivés pour Tony. Mehdi qui nous dit, le fair play financier est un mal pour un bien, car ça nous oblige à recruter intelligemment, et ça c'est la base. C'est vrai que c'est pas bête ce que tu dis. Mais bon, moi j'aime bien quand il y a quand même du gros recrutement en masse. Ouais, mais on recrute plus pour les jeunes, c'est ça qui est con. Alors, c'est vrai qu'on forme, mais il y a aussi quelques gamins à aller faire de la post-formation. Alors,
Je voudrais évidemment citer un certain Adrien R, qui venait de Créteil, mais Je sais pas qui c'est. il y a d'autres jeunes qu'on peut... Verratti, on l'a chopé en post-formation. Il y a certains jeunes qu'on peut attraper, et on pourrait se permettre de filer à Thiago Motta pour commencer à faire de la post-formation, et qui ensuite soit performant chez nous. Alors, il y a Emmanuel, tiens, c'est le premier que je vois dire qu'il est pour. Il dit « Je suis pour du moment qu'on refuse de quitter le parc. Par contre, pour le nom, on aura besoin de l'accord de la ville de Paris. » C'est vrai, parce que le parc n'appartient pas au Paris Saint-Germain. Il appartient à la mairie de Paris. Pas sur un naming. Sur un naming, on s'en fout, en fait. Ça ne change pas le nom de l'enceinte. Juste, ça le couvre de façon publicitaire. Donc, c'est pas très grave. Alors, il y a LCDG, je sais pas, Agnières, qui dit « Moi, je suis pour, car c'est un renouveau. Nous sommes les futurs champions. » Non, mais même si on est les futurs champions ou que c'est un renouveau, enfin, on peut faire du renouveau avec notre Parc des Princes, quoi. Moi, Alors, ouais. Là, c'est le moment où je me fais insulter. D'accord? Allez-y, lâchez-vous, ça me dérange pas, j'aime bien. Je vous rappelle que le Paris Saint-Germain a été créé en 1970. Ouais. Donc, même s'il y a une très belle histoire, et surtout très très belle depuis quelques années, il y a une belle histoire du club, c'est un très beau club qui est très bien construit. C'est pas un souci. Si certains clubs ont accepté de renommer leur stade avec des histoires qui dépassent les 100 ans, je pense que ça doit pas être un effort si insurmontable que ça de pouvoir faire un naming. Et encore une fois, on n'est pas en train de vouloir renommer le Parc des Princes ou de changer le nom du Parc des Princes. Un naming, c'est purement la vente publicitaire, l'ajout publicitaire, la mention publicitaire d'une marque sur le nom. Ouais. Donc ça serait le Ooredoo Parc des Princes, le Huawei Parc des Princes. Non, moi, je voudrais... À la rigueur, je veux bien qu'on change le nom et qu'on appelle ça le Parc des Avengers. Voilà. Ça, je veux bien. Le Parc des Princes de Lu. Ou le Parc des Rois. Parc des Rois. Le Parc des Princes Ou de Lu. le Parc des légendes. Voilà, Parc des légendes. Mais bref, donc voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Encore une fois, il y a les Qataris, il me semble qu'il y avait un projet de raser le parc et de reconstruire un stade pile au même endroit. Ouais. Alors ça, je pense que cette idée-là, il aurait fallu l'avoir avant que le stade Jean-Bouin soit refait. Après, il y a eu aussi l'idée de construire, là où ils sont maintenant pour le centre Ooredoo. Ouais. À la base, l'idée première, c'était de construire un nouveau parc, un nouveau stade ouais, pour l'avoir. Ça aurait été la merde pour y aller. Ouais, mais c'était ça. Ça aurait été la L'idée merde. première, elle était là, c'est pour ça que... Voilà, il y avait la 14 au bord, les connexions n'étaient pas si mal, mais la banlieue ouest, elle est tellement saturée. En fait, tout aurait reposé sur le pont de Gennevilliers qui est en train de s'écrouler. Donc ça aurait été compliqué au niveau logistique pour y aller. Mm. Mais voilà, par contre, il y aura le stade des féminines, il y aura pas mal de choses, ça va être un très très bel outil. Ça sera un très très bel outil. Ah oui, le centre Ooredoo, ouais, ça va être voilà, pas mal. Hein. Clairement, le Stade de France. Ils vont mettre toutes les dernières technologies qu'il y a actuellement, souvent en Allemagne, ou qu'on retrouve en Allemagne beaucoup. Et ça, l'avoir au Paris Saint-Germain. On sera peut-être même le seul club à être en France, à être aussi bien en termes de technologie, aussi pointu, quoi. C'est indéniable. Par contre, voilà, là on parle du parc. Moi j'adorerais que le Paris Saint-Germain fasse quelque chose de l'énorme esplanade qui est devant le stade Jean-Bouin, donc qui est accolé au Parc des Princes, et sur lequel il n'y a rien du tout. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un restaurant ou des échoppes ou un machin? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un méga store du Paris Saint-Germain qui s'installe à cet endroit-là? Ça se voit dans d'autres clubs. Hein. Aujourd'hui, les mecs qui vont alors à Manchester, j'y étais donc je peux vous le dire, il y a un musée de Manchester juste à côté du stade, il y a un méga store de Manchester à côté du stade. Vous allez dans alors admettons, on va prendre un club au hasard qui serait éventuellement le plus beau club du monde, le Borussia Dortmund. Devant Dortmund, il y a le Borusseum qui est le musée du Borussia Dortmund. Ils ont construit un méga store il y a 2 ans et demi juste devant le stade, qui est plein en permanence. Donc aujourd'hui, clairement, moi, ce que je reproche au Parc des Princes, par exemple, c'est qu'en dehors des jours de match, il n'y a aucune vie, il n'y a aucune activité autour du stade. Le stade n'est pas un lieu de vie. Le stade, c'est un lieu où il y a le match et basta. Et je trouve ça dommage, parce qu'aujourd'hui, Paris, l'équipe a une aura qui dépasse la ville et qui attire vraiment quelque chose. Désolé, je réponds en même temps parce que je vois qu'ils sont partis sur du naming. Je suis en train de dire en même temps. Hein. Je rappelle que je suis contre évidemment le naming. Moi, je pense que qu'il n'y a pas besoin dans un premier temps. Peut-être à l'avenir pour le fair play financier, peut-être. Mais à l'heure actuelle, je pense qu'il n'y en a pas besoin. Je pense que c'est pas une priorité pour le Paris Saint-Germain. On a passé le plus dur, c'est-à-dire les 2 saisons qui ont, enfin,
la deuxième saison, donc la première année qui a suivi l'achat de Neymar et d'Mbappé, je ne pense pas que le Paris Saint-Germain dépensera autant d'argent à l'avenir, enfin du moins 400 millions comme ça sur un mercato. Je ne pense pas qu'il y ait besoin, parce que mine de rien, notre structure, enfin notre effectif, il est quand même assez complet. On a des jeunes joueurs qui sont des jeunes talents, des internationaux en puissance et pourtant qui ont moins de 25 ans. Donc je ne pense pas qu'on ait besoin non plus de recruter encore à coût de 400 millions. Je pense qu'à l'avenir, comme cet été, et c'est ce qui est déjà prévu, je pense que des enveloppes à hauteur de entre 150, on va dire, et 200 millions sur un mercato, je pense que ce sera le maximum. Et 150-200 millions, en termes de thunes, franchement, ils ont ce qu'il faut, quoi. Ils ont vraiment ce qu'il faut. Donc moi, je pense pas que le naming soit une urgence et soit une priorité pour le Paris Saint-Germain. D'ailleurs, Nasser l'a bien confirmé que c'était une idée qu'ils ont derrière la tête, mais ce n'est pas non plus une priorité, du moins ce n'est pas d'actualité. Je vais finir sur les lectures. Mehdi qui dit qu'il est contre, mais à l'heure d'aujourd'hui, beaucoup de clubs ont ouvert la voie, donc on ne ferait que suivre et profiter de cette opportunité aubaine financière. JF qui nous dit, un jour on aura un autre stade et il faudra s'y faire. Moi, un jour peut-être. Le jour où il y aura un nouveau stade, le nom Parc des Princes, on ne pourra pas le réutiliser. Donc c'est ça qui sera complexe. Mais aujourd'hui, tous les clubs qui construisent un nouveau stade, il n'y en a aucun, zéro qui a repris le même nom. Zéro. Donc de toute façon, si l'ambition c'est d'avoir un nouveau stade, le nom changera. Si l'ambition c'est de garder celui-là, il faut garder le nom, bien sûr, mais on peut le marketer et le commercialiser. Ouais, voilà. Donc après c'est un débat, chacun a son avis, chacun a sa façon de voir les choses. Je pense pas que ce soit une priorité pour moi. De l'autre côté, tes arguments sont valables, sont viables aussi quand on parle financièrement parlant, évidemment. Donc voilà. Donc je pense qu'on va finir là-dessus. Hein, ça fait quand même 1h30 qu'on est sur le live. Ouais. Hein, on va vous laisser tranquille, profiter un petit peu de votre femme et vous les femmes profitez un peu de votre homme. Et on va se retrouver donc demain un match. N'oubliez pas, il y a c'est au parc ou non, c'est à Caen. Caen Paris Saint-Germain demain à 17h, qui sera retransmis si je dis pas de bêtises sur Canal+. Oui, je crois que c'est Canal+. Oui, le Sport. rebooté en général, c'est Canal+. Ouais, c'est ça. Peut-être aussi même sur Being. Je crois que Being aussi transmettent le match de 17h le samedi. Je sais plus. Bref, surtout, c'est pas vraiment ça qu'il faut. Enfin, ça, on s'en fout un petit peu. Le plus important, même si tous les matchs du PSG sont importants, le plus important, ça reste celui de mercredi soir. Évidemment, Paris Saint-Germain, Manchester United. J'essaierai de vous faire un petit live juste après le match à chaud, comme on faisait avant. Donc, derrière le match. Donc, on se retrouve mercredi. Merci la famille d'avoir suivi ce live. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci à Bruno d'avoir participé à ce live. Allez, je t'autorise une petite dédicace, fais-toi plaisir. Je vais faire une petite dédicace bien sûr au Liberty Country Club, à Thiverval-Guérignon. Venez faire du sport avec moi, même si ça se voit pas beaucoup pour le moment. Mais venez, puis surtout je regarde les matchs au Liberty Country Club à Thiverval. Et puis surtout un petit big up à ma sœur qui a été nommée parmi les 40 juristes femmes références en droit de la concurrence. Caro, je pense à toi, bravo, félicitations, tu gères. Voilà, et puis gros big up à vous tous. Merci d'être venus ce soir. On se retrouve donc la semaine prochaine pour un petit live à chaud comme d'habitude, un live débrief du match Paris Saint-Germain-Manchester. Sur ce, je vous laisse avec la petite intro comme d'habitude. Bonne soirée à vous les amis, à bientôt. Bonne soirée et bon match pour mercredi surtout, parce que samedi on s'en fout.